Oh, je suis arrivé au deuxième. Attends, mais il est là depuis combien de temps? J'arrive. Vas-y, installe-toi ici. David, est-ce que t'as passé une belle journée? Pluvieuse, mais ouais, j'ai passé une très belle journée. Donc je fais l'intro et à partir de là, on est parti sur le podcast. Comme tu connais, comme d'habitude, comme si on était sur un enregistrement classique, mais il y a juste des gens qui nous regardent en live. Ok, bah ça marche, je te suis. Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver dans ce nouveau numéro de Stonks, le podcast que j'ai lancé il y a quelques semaines et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui David Perrotin. Salut David, ça va? Salut à toi, ça va super. Journée un peu pluvieuse, tu me disais. C'est ça. David est journaliste d'investigation chez Mediapart. Et plus précisément au pôle enquête. Donc, tu es journaliste au pôle enquête de Mediapart. Donc, Mediapart, c'est le média que vous connaissez tous parce que spécialisé justement principalement dans les investigations. Ouais. C'est un média un peu particulier parce qu'il est par abonnement. C'est en gros les lecteurs qui soutiennent le média à l'inverse des médias plutôt gratuits, même s'il y a des articles gratuits. On ne va pas rentrer dans tous les détails là-dessus. Moi, ça me fait particulièrement plaisir d'accueillir David parce que on se connaît en fait depuis extrêmement longtemps avec David, puisque ce n'est pas un secret, et moi je préfère être honnête avec les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. On était en classe prépa ensemble. C'est ça. Et je t'ai même vu créer ton premier média. Ouais. Puisque tu avais, pendant la classe préparatoire, créé un média. Donc, tu étais en route pour le journalisme depuis bien longtemps, parce qu'on devait avoir quoi, 18 ans, 19 ans? Ouais, c'est ça, 18-19 ans, et tu as vu mes débuts, mes tout débuts. Donc, il y a seulement 2-3 ans, pour ceux qui se posent la question de l'âge. Donc, comme je l'ai dit, David est journaliste chez Mediapart au pôle enquête, mais il a aussi co-réalisé un documentaire qui s'appelle Guet-apens, des crimes invisibles, qui est disponible sur Mediapart. Ouais, toujours. Pour les abonnés seulement ou il est disponible gratuitement? Pour les abonnés seulement, et si je crois qu'il y a un truc où si on paye 1 euro, on peut voir le documentaire sans être forcément abonné. Ok. Et tu as également participé à la rédaction d'un livre qui s'appelle La haine ordinaire des vies percutées par le racisme, qui est disponible aux éditions du Seuil et qui a été sous la direction de Mathilde Mathieu, qui est aussi journaliste chez Mediapart. Ouais, exactement, qui était mon ancienne responsable quand j'étais au pôle société. Enfin, c'est les petites bisbilles internes, mais... Est-ce que tu peux rapidement nous raconter ce que le documentaire évoque, bien que le titre soit assez explicite? Est-ce que le livre évoque, comme ça on a fait un peu le tour des choses sur lesquelles tu as travaillé Eh ben, le documentaire, il évoque... nous, on s'est intéressé en particulier aux guet-apens homophobes. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on s'est intéressé aux rencontres qui ont lieu entre... alors, soit des gays, soit des bisexuels, soit des... de manière générique, on dit les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, pour pas stigmatiser. Et on s'est aperçu qu'en fait, soit quand un mec va rencontrer un autre mec via une application de rencontre, soit, ce qui est très courant et pas forcément su par tout le monde, c'est qu'il y a beaucoup de lieux de drague extérieurs. Alors à Paris, on connaît les Tuileries, mais en fait, dans beaucoup de régions, il y a ça. Et on l'a vu récemment, notamment, parce qu'il y a eu 4 meurtres à Choisy-le-Roi, où il y avait un lieu de drague. Donc, on s'est aperçu que, en fait, c'était des proies, parfois, ces hommes-là, et qu'il y avait soit des jeunes, soit d'autres hommes qui les ciblaient, donc qui allaient, en gros, les appâter, c'est-à-dire faire croire qu'ils allaient soit avoir une relation sexuelle et les dépouiller, les tabasser, voire, hélas, les tuer. Et qu'il y avait tout un mécanisme. Et en fait, je fais juste un petit résumé, mais le truc un peu saisissant du documentaire, et ce qu'on savait pas en le faisant, c'est qu'on a mis au jour qu'il y avait un guet-apens homophobe tous les 3 jours en France. Okay. Et notamment, et ça, peut-être ça rejoindra nos discussions qu'on aura tout à l'heure, mais on a beaucoup développé sur la plateforme Coco. Qui est un chat sans régulation où on peut parler de drogue, de pédocriminalité et où des auteurs de ces violences pouvaient se donner rendez-vous. Et c'est intéressant parce que, in fine, alors c'est pas forcément grâce à nous, mais il a été fermé après quelques années où il a été laissé libre et où il y a eu beaucoup d'atrocités qui ont pu être commises via ce site web, qui n'est plus accessible. Alors maintenant, il y a un autre... Oui, il y a évidemment... Voilà. Le vide est souvent remplacé Exactement. Sur Internet par autre chose. Ouais. Donc ça, c'est le documentaire. Et le livre qui traite plutôt du racisme et de la haine ordinaire. Tu peux nous en parler rapidement? Alors moi, c'est parce que pendant 4 ans à Mediapart, je m'occupais de la rubrique discrimination, sous toutes ses formes, racisme, antisémitisme, homophobie, etc. Et on s'est dit... Alors c'était en plus à l'époque de la dernière campagne avec l'arrivée de Zemmour, etc.,
on s'est dit qu'on voulait documenter un petit peu ce que pouvait représenter la haine ordinaire, donc le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme, et surtout de détailler les conséquences sur sur les vies des victimes. Et donc du coup, alors c'est un livre avec il y a plusieurs signatures. C'est des histoires de violences discriminatoires entrecoupées d'analyses ou d'interviews de chercheurs sur tel ou tel. Par exemple, il y a la homophobie, il y a la négrophobie, le racisme, etc. Et donc moi, l'histoire que je développe dedans, c'était une histoire. En fait, c'était un groupe de jeunes qui allaient dans un bal de village l'été, et c'était à l'époque où il y avait toute la psychose autour des piqûres de seringues, qu'on retrouve d'ailleurs chaque été, puisqu'on l'a retrouvé c'était l'été dernier. Et donc c'est comment 3 jeunes noirs ont été accusés à tort d'avoir piqué des gens dans ce bal, dans cette fête de village, ont été pourchassés, tabassés, et voilà, c'est raconté un petit peu. Parce qu'ils étaient noirs. Parce qu'ils étaient noirs. Et non pas parce qu'ils avaient piqué des personnes. Voilà, exactement. Je te connais puis je te suis depuis longtemps. Quand j'ai voulu essayer de faire une espèce de synthèse de ta position, je me suis rendu compte que tu travaillais beaucoup sur les inégalités. Est-ce que tu penses que c'est une définition qui est toujours d'actualité ou tu as élargi un petit peu? Parce que j'ai regardé sur quoi tu as travaillé cette année et c'est une année chargée. Alors, je ne sais pas si c'est cool pour toi ou si c'est horrible, mais Betaram, l'affaire Bayrou, c'est en grande partie toi. Avec Antoine Rouget, un collègue, et puis beaucoup d'autres collègues. C'est très collectif, Mediapart. Oui. Alors, on va venir à chaque fois. À chaque fois que je dirais c'est David, souvent évidemment il y a des plus 1, plus 2, plus 3, plein de gens qui travaillent. Donc David représente Mediapart, mais évidemment à chaque fois il y a plusieurs personnes qui travaillent. Donc Bayrou, tu as travaillé dessus. L'histoire sur des emplois fictifs du Canard enchaîné. Rachida Dati, alors là il y a à boire et à manger parce qu'il y a eu plusieurs phases cette année sur plein de sujets différents. Cyril Hanouna aussi, notamment sur l'homophobie ordinaire ou non ordinaire qui pouvait y avoir. Donc j'ai mis 3 petits points parce qu'il y en a plein d'autres. Mais ça c'est ton année, elle est quand même bien chargée. Et au fond j'ai l'impression que t'es passé un peu au-delà des inégalités, même si c'est toujours un sujet qui t'intéresse. Comment toi tu te définis là-dessus ? Alors, je pense que moi j'avais un tropisme discrimination inégalité initialement que j'ai pas forcément choisi, mais je pense que, et après il y a un parcours de vie, des mécanismes inconscients, un chemin tracé qui fait qu'on traite tel ou tel sujet. Et là, je dirais que, et d'ailleurs Mediapart c'est un peu l'essence même de ce média, c'est moi je dirais que c'est de révéler, on va dire, des contradictions. Alors parfois elles sont fortes, mais c'est-à-dire un François Bayrou qui va pouvoir communiquer sur sa passion pour sa ville, Pau, le Béarn, qui connaît tous ses administrés, etc. C'est montrer comment il s'est tué sur des violences sexuelles et physiques dans l'établissement qui était au cœur de sa région. Donc dans lequel ses propres enfants étaient scolarisés. Et je pense qu'il y a un peu révéler un peu la supercherie et contrer la communication très puissante des politiques. Et je pense aussi que, pour le coup, le trait commun un petit peu de mes sujets, c'est de rencontrer des victimes. C'est-à-dire que parfois on dit oui, c'est très dur les matières que je traite et les sujets que je traite, mais c'est vrai que moi, pas tous les sujets, mais c'est vrai que très souvent, c'est des victimes que je rencontre. Et alors, ça me mène à des questions, mais je vais essayer de faire le bon journaliste, de suivre mon ordre. Avant toute chose, j'aimerais qu'on arrive à aborder comment tu es arrivé chez Mediapart. C'est-à-dire, est-ce que tu peux, de manière succincte, parce que tu as fait beaucoup de choses, nous dire un peu quel est ton parcours, à la fois étudiant, mais ensuite aussi professionnel. C'est quoi le chemin pour arriver jusqu'à Mediapart dans ton cas ? Ouais, dans mon cas, parce que je pense qu'il est... surtout dans le journalisme... tous les parcours sont différents, mais comme tu l'as dit, on s'était connus en prépa. Donc moi, j'avais fait du droit et couplé à la prépa. Et pour l'anecdote, c'est un peu grâce à un prof qu'on avait en commun. Je sais même plus si je te l'ai déjà dit un jour, mais on avait des cols, donc c'est-à-dire des moments où on devait exposer et travailler. C'était un peu l'examen. Donc c'était sur des thématiques d'économie et de droit souvent. Et je me rappelle qu'un des profs m'avait dit bon, je sais que tu veux faire du journalisme, donc tu le dis pas à tes camarades, mais là tu vas me présenter le JT du 20h. Je te laisse 10 minutes, tu trouves tes sujets, la hiérarchie, etc. Et tu me le fais.
Ce que j'avais trouvé ça très cool parce qu'il avait vu que en fait je bifurquais déjà, sans avoir encore terminé cette prépa. Et donc après, pour être très succinct, mais après moi j'ai fait une année de pause pour travailler dans la restauration et ça m'a vraiment j'ai adoré ça, donc j'ai même pensé tout arrêter pour essayer de faire que la restauration. Et puis, grâce au site qu'on avait créé avec d'autres potes de prépa, où on faisait des articles, on s'essayait un peu à l'enquête. Un jour, j'ai croisé un journaliste de rue 89 en lui disant, bah voilà, comment on fait pour faire un stage chez vous ? Et j'ai eu un peu de chance parce qu'il m'a dit, il m'a donné un mail, il m'a dit t'envoies le mail, etc. Puis moi, j'ai envoyé le mail et j'ai donné le lien du site sur lequel on écrivait, et normalement il y avait des tests où on fait des articles, etc. Et le patron de Rue 89 a lu le site et a dit bon, est-ce que t'es prêt à embaucher pour la semaine prochaine? Donc ça c'est pas courant, et moi j'avais pas fait l'école de journalisme, j'étais dans cette année de césure, etc. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai commencé à m'essayer au journalisme et à l'enquête. Et Rue 89 c'était un média qui à l'époque ressemblait en tout point à Mediapart, sur cette volonté un peu de casser les codes. Il y avait vraiment cette idée de modernité, de journalisme avec une équipe jeune, etc. Sur Internet, des pure players qui n'existaient pas en papier. Et autre coup de chance, une des journalistes s'est cassé le poignet et je devais rester qu'1 mois et je suis resté 3 mois parce que... Merci à elle. Ouais, franchement, merci à elle, même dans son malheur. Et donc du coup, c'est là que j'ai commencé. Et là, je me suis dit au bout de 3 mois, je vais peut-être faire une école de journalisme pour finir mon diplôme et essayer un peu de raccrocher les wagons. Ce que j'ai fait, et puis après, j'ai fait des stages au journal Métro, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était distribué gratuitement dans le métro. Et Rue 89 est venu me rechercher. Et donc, je suis resté quelques temps là-bas. Après, je suis parti à BuzzFeed, qui était un média américain qui avait créé une structure d'enquête et d'actualité française. Oui, précisons que tu faisais de l'enquête chez BuzzFeed. On a gardé beaucoup l'image de BuzzFeed qui faisait des classements, des trucs un peu lolilol, quoi. Ouais. Toi, t'étais vraiment journaliste sérieux et d'enquête. Ouais, c'est chez ça. BuzzFeed, tu faisais pas les trucs à la con. Non, mais c'est important. Non, mais de c'était, je sais que mes collègues de Rue 89 voulaient pas trop que j'aille là-bas parce qu'ils me disaient mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas ? C'est un média de divertissement. Ils avaient décidé de créer une structure d'enquête. Et pour le coup, pendant 3 ans, on a fait que de l'enquête et puis on a fait des trucs dont je suis assez fier. Le média a fermé pour licenciement économique. J'ai rejoint le média vidéo Loopsider, qui est un peu l'équivalent de Brut. Où je suis resté 3 ans, où je me suis vraiment amusé, et c'était un autre exercice que de faire de la vidéo. Et après, Mediapart m'a proposé un CDD d'abord, que j'ai fait pendant 6 mois, et après je suis resté en CDI, et j'y suis depuis 5 ans. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être journaliste ? Ça part de quoi ? C'est quoi la pulsion, le truc au fond de toi qui t'a fait dire... Parce que pour avoir été à tes côtés en prépa, comme ce prof que tu cites, c'était une évidence. C'est-à-dire que on savait tous que c'était ton envie, ton désir. Alors après, on ne sait jamais à 19 ans si on va réaliser ses désirs. Mais ça date d'avant ça, parce que à 18 ans, il était clair que c'était ton envie, ta passion, ton objectif. Alors, et pourtant ça l'a pas toujours été, et je saurais pas trop situer le moment où on dit toujours, enfin souvent les journalistes, quand on nous pose cette question, on se dit on a en mémoire un mouvement, une mobilisation sociale à laquelle on a pu prendre part. Je pense moi que certaines mobilisations plus jeunes au lycée, etc., ont pu faire naître en moi une envie d'agir dans la société. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Et je sais, et je pense que tu faisais partie des gens, on était au fond de la classe en prépa, et oui. Et ouais, ce n'était pas ceux qui étaient devant, mais on s'était interrogé, on était une bande de potes et on voulait faire un truc pour la société. On avait un peu passé en revue les choses et on s'était dit tiens, si on faisait des maraudes le 24 décembre, si on faisait tel ou tel, on prenait part à telle ou telle association. Et c'est après ça que certains, dont moi, avons décidé de créer un site internet. Et je pense que moi, j'ai très vite je pense que moi, en gros, à ce moment-là, je me suis dit écrire, enquêter, révéler des choses. Alors c'était très approximatif et très amateur à l'époque. C'était faire quelque chose de l'indignation que je pouvais parfois connaître en moi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une envie de faire quelque chose de cette colère parfois qu'on peut ressentir face à telle ou telle injustice. Et très vite, en écrivant, très vite en rencontrant des journalistes, etc., je me
me suis dit, c'est la bonne voie. Il y aurait pu en avoir une autre, mais je me suis laissé porter là-dedans, quoi. Et l'investigation, c'était une évidence, parce que dans le journalisme, il y a beaucoup de catégories de journalistes différents. Toi, tu as su que c'était l'investigation, qui est aussi un peu on va dire, dans l'imaginaire collectif, on va dire le journalisme le plus haut de gamme. C'est pas péjoratif pour les autres, hein, mais l'investigation, c'est long. Il faut avoir des moyens pour le faire. Il faut avoir des gens qui te font confiance. Il y a une obligation de sortir des choses, parce que si tu peux faire de l'investigation, mais si au bout de 2 ans, tu n'as pas sorti un truc, t'es mis de côté, quoi. Ouais. T'as toujours voulu faire ce journalisme-là, ou c'est devenu un peu par hasard? Oui, et je pense... Alors déjà, parce que moi, je me suis dit que le journalisme, c'est ça. C'est-à-dire que... et je pense qu'à Mediapart, même si, tu vois, je suis au pôle enquête, mais nous, il y a cette idée que, en fait, le journalisme d'investigation, c'est le journalisme. Après, il y a différents types, l'éditorialisme, le commentaire, etc. Mais l'essence même du journalisme, c'est de révéler, de rendre compte, et donc, c'est d'investiguer. Je pense que la formation de droit qu'on a eue, cette idée de devoir démontrer, de s'accrocher aux faits, d'avoir un raisonnement juridique, etc. Je pense que moi, le cursus que j'avais, le bagage que j'avais étudiant, a fait que pour moi, c'était totalement logique, comme une démonstration mathématique, de l'appliquer dans le journalisme. C'est-à-dire qu'en gros, j'allais révéler quelque chose, c'était d'abord s'accrocher aux faits, le démontrer, et donc du coup le révéler. Et je pense que c'était le meilleur moyen de... Peut-être, alors c'est un peu présomptueux et ambitieux, mais d'avoir une idée de faire changer les choses. C'est-à-dire qu'en gros, quand c'est implacable, quand il y a une démonstration implacable qui est accrochée aux faits, c'est implacable. Et donc, c'est ça qui m'a poussé vers le journalisme, ce journalisme-là. L'impact. L'impact, ouais. Okay. Ouais. Et alors, Mediapart, parce que bon, dans l'imaginaire collectif, si tu veux, Mediapart, c'est quand même un média très marqué, avec ce côté... pushy, ça va chercher de l'info, c'est un côté un peu feuilleton, ça tape là où ça fait mal, tu vois ce que je veux dire? Tu sais que quand Mediapart est vers toi, tu vois, normalement, tu vas te faire, il y a des fortes chances que ça soit un mauvais moment, tu vois ce que je veux dire? Un peu comme le Canard enchaîné, tu vois, quand ça démarre, c'est parti. Mais comment ça se passe quand on intègre une maison comme celle-ci? C'était stressant pour toi? C'était particulier, parce que c'est un peu le bastion final dans l'investigation. Il y a un truc un peu de... voilà, alors moi j'étais alors je pense que je suis stressé par nature, mais oui, moi, mon premier jour j'étais extrêmement stressé, à la fois parce que en fait tu vas dans une rédac où il y a que des talents. Je pense qu'on a beaucoup d'estime mutuelle et c'est une rédaction très précieuse parce que les conditions de travail y sont excellentes, qu'il y a une très bonne ambiance, voilà. Donc en gros moi j'y suis allé avec beaucoup d'admiration. Que j'ai toujours. Et puis, il y a aussi l'idée qu'on s'en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un décalage entre moi, ce que je vis au sein de la rédaction, notre façon de bosser, la réalité de notre boulot, et l'image qu'on peut donner à voir à l'extérieur. Justement, comme tu dis, ce côté un peu justicier, Batman, etc. Ou même feuilleton. On a l'impression qu'on a une proie et qu'on la lâche pas. Nous, c'est pas comme ça qu'on bosse. Je comprends totalement que d'un point de vue extérieur, on puisse avoir cette image-là. Mais donc, moi, quand j'arrive le premier jour, j'ai un peu la même image que beaucoup peuvent avoir d'extérieur. Et donc, rapidement, je vois que ça se passe bien et tout, mais c'est sûr que c'est stressant. Et puis, moi, j'y suis arrivé, je pense que là, j'ai 35, donc je devais avoir 29 ans. Pour moi, il y avait une forme, c'était inespéré, quoi, d'aller dans une réaction que, voilà, j'ai pu rêver l'intégrer. Donc, du coup, y être, voilà, c'était quelque chose. C'était passé un cap personnel. C'était passé un cap personnel et c'était pas rien. D'y être aussi rapidement, quoi. Surtout que tu as fait un chemin, toi, comme tu l'évoques, tu passes par Métro, qui n'existe plus, qui était quand même un média gratuit, donc c'est pas, si tu veux, dans la liste des médias d'investigation, on le mettrait pas dans le premier. Ensuite, tu vas dans un média de divertissement pour faire de l'enquête. Ouais. Ensuite, tu vas dans un média vidéo jeune pour faire de l'enquête. Donc, c'est un peu le chemin. Tu as pris les petits chemins détournés pour arriver dans la grosse maison, quoi. Ce qui est quand même assez intéressant. C'est aussi pour ça que je voulais t'avoir, au-delà du fait qu'on se connaisse, je sais que ton parcours, il est intéressant. Parce que justement, tu n'as pas fait le chemin direct. Et je pense que ça peut permettre à beaucoup de gens de s'y reconnaître et de voir que parfois, on fait des petits virages.
et qu'en fait, ça nous ramène à bon port, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a une forme de cohérence que j'avais pas du tout vue au début, mais le fait j'ai été principalement sur des médias, des pure players, le fait d'avoir bossé pour un média vidéo qui voulait s'adresser à des jeunes sur un format vidéo, le fait d'avoir BuzzFeed, c'est pareil. L'idée, c'était d'aller chercher un public là où il est, donc sur les réseaux sociaux et tout. Je pense qu'il y a quand même, alors c'est pas ce qui vient en premier quand on pense à Mediapart, mais nous au quotidien, on a cette réflexion de comment on touche les gens, comment on fait en sorte que le public continue à s'informer, s'abonne, donne de la valeur à l'information. Et je pense que dans toutes les rédactions dans lesquelles je suis passé, il y avait de l'enquête et il y avait cette volonté de pas prendre pour acquis l'idée que les gens s'informent, ils ont qu'à acheter un journal, ils ont qu'à lire la presse gratuite. Non, il y a vraiment un effort d'aller les chercher. Et à Mediapart, on a vraiment cette réflexion-là. Si on s'arrête sur ce qu'est le métier de journalisme d'investigation, est-ce que pour toi, il se différencie d'un journalisme plus classique? Et c'est quoi les qualités que tu estimes maintenant avec le recul? Tu as 35 ans, donc tu as de la bouteille dans ce secteur-ci. C'est quoi les qualités d'un bon journaliste d'investigation selon toi? Je vais dire des trucs super bateaux, genre curiosité, patience, confrontation, voilà, des trucs comme ça. Je pense que ce qui fait un bon journaliste d'investigation, d'abord, il faut avoir les moyens. C'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il y a beaucoup plus d'articles qu'on ne publie pas que l'inverse. Qu'il faut pouvoir avoir le temps il faut nous laisser le temps en fait, c'est-à-dire que nous on a un sujet, il y a le temps de la vérification, il y a des intuitions qui peuvent nous mener à bon port et d'autres où en fait on se viande totalement. Donc j'aurais pas de trucs précis. Moi je sais que je pense qu'il y a de pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit et cette volonté de tout interroger en fait. C'est-à-dire que quand il y a une communication politique, c'est de la vérifier, quand c'est d'être à l'écoute, c'est de dénicher, voilà. Je pense qu'il y a cette idée de curiosité et de fouiller. Ok. Et tu parlais tout à l'heure du contact, parce que tu as des sources, en tout cas tu as des gens tu as beaucoup d'informations comme tu es sur les inégalités qui viennent à toi. Tu ne travailles pas un matin en disant ouais. J'ai l'intuition que ce restaurant, ils ont une manière spécifique d'accepter certains plutôt que d'autres. Ouais. Comment on fait pour, on va dire, accueillir ce que les gens nous envoient? Comment on fait pour être, on va dire, un bon réceptacle à des sources d'informations diverses? Je pense que déjà, il y a cette idée d'être à l'écoute. Nous, notre boulot, c'est quand même énormément de rencontrer des gens, d'écouter, de lire des mails, des alertes, etc. Je pense que c'est une des plus grosses parts de notre travail. Et après, peut-être ce que j'ai oublié, c'est que je pense que quand on est journaliste de manière générale et journaliste d'investigation encore plus, c'est qu'en fait notre cerveau, il est quand même branché sur tout est potentiellement un sujet. Alors ça veut pas dire que quand on va en soirée, on est là en train de se dire, mais la réalité c'est que si en soirée, et ça m'est arrivé plein de fois, si un pote me dit putain je travaille dans telle boîte et il s'est passé ça, si j'estime que c'est grave ou que c'est l'intérêt public, je vais lui dire est-ce que tu veux en parler, est-ce qu'on peut se rappeler plus tard pour voilà, et qu'en fait toutes nos rencontres et tous nos moments peuvent être une potentielle les gens peuvent être des potentielles sources ou des débuts de sujets en fait. Et ça pour le coup je pense que on le partage tous quand on est journaliste, cette idée que n'importe quoi peut être le début d'un sujet. Et justement tu parles du métier de journalisme, du fait que les sources peuvent venir un peu de n'importe où, etc. Comment tu vois la différence entre du journalisme d'investigation et, on va dire, les créateurs de contenu qui peuvent se lancer sans avoir forcément le background ou la carte de presse? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois d'un bon œil? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois comme une menace de attention, ça peut mettre à mal les fondamentaux, les fondements de ce qu'est le bon journalisme? Comment tu te vois par rapport à cette nouvelle typologie de on va dire, créateurs de contenu personnes qui veulent faire une forme de journalisme? Je suis partagé, c'est-à-dire que je vais pas. Je trouve ça intéressant, moi, qu'il y ait un renouveau. En plus, ça pousse les journalistes à se renouveler, etc. Moi, ma seule obsession, c'est que le cadre soit respecté. C'est-à-dire que nous, on est quand même, on applique. Il y a une déontologie, il y a une éthique. On fait pas n'importe quoi. On a des règles qu'on doit appliquer.
Moi, je les ai apprises à l'école de journalisme, mais je les ai apprises sur le tard. Mais en fait, c'est pour ça que j'insistais sur l'idée que c'était collectif au début. C'est que parfois, il y a cette idée que le journaliste, qui fait cavalier seul, que c'est le chevalier seul. Non, en réalité, un article, il est lu, relu, amendé, vérifié, etc. Il y a tout un tas de règles qui s'appliquent. On peut toujours merder pendant le circuit de la copie et on va avoir un chef, on va avoir un collègue qui va dire attention, est-ce que là tu as appelé telle personne, est-ce que tu as vérifié ça, etc. Et je crains parfois que quand on se lance tout seul, surtout que quand on peut être créateur de contenu, influenceur, il y a cette idée qu'on a une communauté, qu'on repose sur, voilà, il y a une forme d'influence. Le journalisme, c'est pas ça. Le journalisme, c'est normalement, enfin, on essaie au plus de s'effacer derrière l'info. On n'est pas le sujet de son article. Parfois, c'est intéressant. On dit il y a un journalisme d'incarnation. Il y a eu des têtes. Moi, je sais que quand j'étais à l'Oopsider, il y avait cette idée de tiens, on va mettre ta tête devant l'écran parce que tu vas incarner ton sujet. Donc, je peux le comprendre. Et nous, on fait des vidéos à Mediapart où il y a cette idée-là. Mais je pense que derrière, il y a quand même un protocole, des règles à respecter. Et surtout, je pense qu'il faut toujours ne jamais oublier qu'on écrit pour le public, que parfois on rencontre des victimes, que leurs histoires sont douloureuses, et qu'en fait on n'est rien par rapport à... On est des passeurs en fait, on est là pour rendre compte, et je pense que c'est l'essentiel, il ne faut pas le perdre de vue. C'est pas vous les stars. Ouais, voilà, c'est ça. C'est l'histoire et la star, Ouais. en tout cas, ou la victime, star, je mets des guillemets dessus, Ouais. mais en tout cas, est le fond, le truc, le centre, le point central de ce que vous racontez. Ouais, c'est ça. Et justement, tu vois, bah, sur ce sujet-là, j'avais noté une question pour plus tard, mais qui pour moi fait écho à ce que tu viens de raconter. La personnification, j'ai l'impression qu'il y a une tendance, alors peut-être que c'est moi qui me rends compte maintenant, mais qu'il y a une tendance depuis quelques années à beaucoup plus de personnification, peut-être à cause justement des réseaux sociaux et autres, du métier d'investigation. Je pense évidemment à l'investigation, par exemple à Élise Lucet, tu vois, qui matérialise, qui rend physique son investigation, c'est une stratégie de production, etc. Toi, c'est quelque chose qui te met à l'aise. Je sais que tu l'as fait un petit peu chez Loopsider. En tout cas, on t'a demandé de le faire chez Loopsider. Comment tu te vois par rapport à cette personnification? Et puis, je le vois aussi parce qu'il y a un truc chez Mediapart, c'est qu'à chaque fois que vous sortez quelque chose et que ça prend dans l'opinion publique, je vous vois beaucoup passer sur les diverses médias, notamment vidéo ou podcasts, pour raconter les coulisses ou raconter l'histoire. Comment tu vois ça et comment vous voyez ça de manière générale chez Mediapart? En fait, je pense qu'il y a deux sujets, c'est-à-dire qu'il y a par exemple, pour prendre l'exemple d'Élise Lucet, pareil, je vais faire une réponse partagée, mais moi, ce qui me désole un peu, c'est l'idée que, par exemple, elle va beaucoup être attaquée en disant, voilà, c'est les méthodes d'Élise Lucet, etc. En fait, c'est oublier que la réalité de tous les caches investigations ou généralement, c'est ça qu'elle incarne. En fait, c'est une rédaction derrière, et généralement, les journalistes qui ont fait les sujets, c'est pas elle. Elle est là pour faire le contradictoire, c'est-à-dire c'est les fameuses séquences où elle poursuit les patrons, etc. Moi, je trouve dommage que ça invisibilise le journalisme, ce qu'est le journalisme, c'est-à-dire très collectif, avec un travail en amont, un circuit de la copie, comme je disais, qui est ultra vérifié, qui prend du temps, etc. Et en même temps, on est dans un système médiatique et une société qui a besoin d'être captée et captivée, et donc du coup qui va forcément beaucoup plus s'intéresser à des sujets ardus d'économie si on a une Élise Lucet qu'on voit courir derrière un patron, etc. Donc en gros, moi je pense juste qu'il faut pas oublier que et Élise Lucet le rappelle souvent qu'elle a une équipe derrière, etc. Je pense que c'est un peu les travers de notre époque, c'est-à-dire qu'en gros on va s'intéresser à un sujet parce que il est incarné. Donc il y avait Hugo Clément à l'époque, il y a Rémi Buzine sur Brut, c'est ce que Loopsider avait essayé de faire avec quelques têtes. Charles Villa. Voilà, par exemple. Donc moi, je trouve je trouve que tous leurs boulots ils sont talentueux. Ils font du boulot vraiment, génial. Donc du coup, je peux pas du tout les accabler. Je dis juste qu'il faut pas oublier qu'en fait, c'est collectif. Je pense que beaucoup d'entre eux le disent. Et après, pour répondre à ta deuxième question sur le Mediapart, par exemple, on va souvent sur les plateaux. Nous, il y a vraiment cette idée d'accompagner notre sujet. C'est-à-dire qu'en gros, on part du principe que le lecteur, il faut on doit le respecter. Et donc, on va pas lui balancer une info sans l'accompagner, sans expliquer les choses, etc. Et à chaque grosse coupe qu'on sort, déjà, on doit faire face à beaucoup de fake news, de contre-vérités. Par exemple, si on prend l'affaire Betaram et Bayrou, il y a un nombre incalculable de mensonges avec
il y a une puissance qui nous contredit, c'est-à-dire que c'est les moyens de l'État, c'est l'Élysée, c'est Matignon, qui ont une armada de communicants pour essayer de discréditer Mediapart et nos révélations. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait tenir bon, il fallait aller accompagner ces infos, et sincèrement, nous on le fait davantage pour les sujets sur lesquels on écrit, les victimes qu'on a interrogées, ce qu'on révèle, plus que pour l'image de Mediapart, même si évidemment on est aussi là pour défendre notre boulot, parce que il y a quand même, enfin, un média, et surtout un média comme Mediapart, enfin un média d'investigation, Cache Investigation de France 2, il suffirait d'une erreur pour qu'on soit totalement discrédité. Oui, à jamais on vous dirait, s'ils sont trompés là, forcément ils se trompent sur autre sujet. Donc il y a un enjeu à ne pas accepter le fait d'être balayé et discrédité sur des éléments totalement faux. Et donc c'est pour ça que on prend beaucoup d'énergie et de temps pour aller répondre aux invitations qu'on nous fait pour aller défendre notre boulot, quoi. Il y a une question que j'aurais adoré un jour poser à tes patrons. Je me permets de la poser et tu as évidemment tout à fait le droit de dire, alors là ça ne me concerne pas. Ouais. Le modèle économique d'un Mediapart, c'est de vendre de l'abonnement. Ouais. Est-ce que ce marketing autour de l'enquête, il n'impacte pas la manière dont c'est rédigé, la manière dont ça sort parce que, en fait, moi, je me disais, tu vois, ça sort en plusieurs fois parce que ça permet de vendre plusieurs mois d'abonnement, tu vois. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Je suis même pas sûr que tu puisses en parler si c'était le cas. Mais voilà, moi, je me posais la question, donc je me permets de la poser. De toute façon, en fait, sur la question de est-ce qu'on feuilletonne, ce qui pourrait être un enjeu marketing de feuilletonner. Comme Netflix, hein. Enfin, Comme Netflix. Netflix. Je te prends le cas de Mercredi, la nouvelle série Netflix. Si tu regardes, elle sort en partie sur un mois, en partie sur l'autre. Ouais. C'est pour vendre des mois d'abonnement, hein, qu'on soit honnête. En fait, je pense que il y a une partie du feuilletonnage qu'on peut faire qu'on assume totalement. Par exemple, chaque été, là, tout l'été, on a eu plein de séries Mediapart. Donc on a fait des séries sur des sujets et on assume, et en plus on le market. Okay, ça pourrait être même dans le visuel des séries Netflix, parce qu'il y a cette envie de dire au lecteur, regardez, l'info elle peut être cool, vous pouvez rentrer dans des sujets complexes en forme de série, etc. Donc ça, c'est un truc qu'on assume totalement. Je prends un exemple. Nous, l'année dernière, on a fait une série avec Younes Abzouz sur CNews et l'univers Bolloré, où on décortiquait en 4 articles l'envers du décor de cette chaîne. Et on a fait la même chose sur Cyril Hanouna et son émission C8, on l'a fait en série. Là, on l'a fait en série. Pourquoi ? Alors, il y avait plein de révélations, mais en vrai, c'est ce que je disais, c'est par respect pour le lecteur. C'est-à-dire qu'en gros, il y a vraiment cette idée on va pas déjà, nos articles sont très longs, on est connu pour écrire beaucoup. On va pas vous faire 60 000 signes et vous balancer un tas de révélations. D'une part, on va savoir que ça va être noyé, c'est-à-dire que les gens vont retenir une grosse révélation dans le papier qui va écraser un peu les autres. Et quand on est journaliste, moi, j'assume l'envie d'être lu, c'est-à-dire qu'on bosse des mois sur des sujets. Quand on écrit, quand on prend du temps et de l'énergie, on estime qu'en fait, les sujets qu'on révèle ont une importance et ont un intérêt public. Donc, on va le séquencer pour le faire digérer au lecteur. Après, par exemple, sur l'affaire Betaram, on nous a beaucoup reproché de feuilletonner, puisque c'est vrai qu'il y avait beaucoup de révélations qui mettaient en cause François Bayrou. Et moi, j'ai tendance, et je le répétais à l'époque, et Antoine Rouget, mon collègue, le disait aussi, c'est en fait des deux entre Mediapart et François Bayrou, c'est François Bayrou qui a feuilletonné. Il a feuilletonné par ses mensonges. Et ce qu'on oublie de regarder, c'est qu'en fait, généralement, certains politiques, quand ils sont mis en cause par Mediapart, le feuilleton, nous, on réagit à leur réponse. Ouais. C'est-à-dire que quand François Bayrou dit à l'Assemblée je n'ai jamais été alerté des violences physiques ou sexuelles à Betaram. Nous, on a écrit qu'il avait été alerté. L'article, il est titré sur les mensonges de François Bayrou. Il dit ça à l'Assemblée devant la représentation nationale. Évidemment que nous, on n'a pas tout mis dans notre article parce que on jauge entre les preuves qu'on a déjà pour digérer par rapport au lecteur. Parfois, on garde sous le coude des éléments au cas où il nous attaque en diffamation devant un tribunal. Okay. Et donc, là, on a sorti les archives qui prouvaient que ce qu'il avait dit devant l'Assemblée était faux. Quand après, il nous a dit « Non, ma femme n'a jamais été au courant », on a sorti l'interview d'une prof qui, voilà. Et en fait, le feuilleton, c'est lui qui l'alimente. Okay. Et c'est vrai qu'en tout cas, on n'a jamais eu de stratégie marketing en disant attention. Et puis en vrai, j'ai envie de dire, et c'est un peu la frustration qu'on a, nous, quand on écrit, quand on entend des gens dire ça, c'est que les gens imaginent qu'on a un placard à révélation
Et que souvent, par exemple, c'est comme quand les gens s'interrogent sur ah tiens, ils sortent ça à ce moment-là. Moi, j'aimerais pouvoir, je serais le journaliste le plus heureux au monde si j'avais 4 scoops d'avance et que je pouvais appuyer sur un bouton pour révéler des choses. Mais la réalité, c'est qu'en fait, nous, on fait notre taf. Il y a des moments de vide où on se dit, bah tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit des gros sujets, etc. Mais en fait, on court derrière. On n'a pas on n'anticipe pas en disant, tiens, là, il vient d'être nommé Premier ministre, on va balancer ce scoop. Ce serait trop beau pour. Oui. Voilà, c'est impossible, quoi. C'est pas d'être producteur de séries avec un catalogue. Et alors, bah, tu vois, ce que tu dis me questionne sur quand est-ce qu'on sait qu'une enquête est prête. Tu vois qu'elle est prête à diffuser, elle est finie, elle est bouclée, si tu veux. Et en même temps, comment vous décidez de lancer quelque chose? Enfin, tu vois, j'ai un peu ce truc de c'est quoi l'avant, la réflexion, le processus pour dire ok, là on se lance. Et c'est quoi le moment où on se dit ça y est, c'est prêt, ça sort du four, c'est parti. Alors déjà, je pense que sur tel ou tel sujet, c'est différent. Okay. Mais déjà, il y a des confs de rédac tous les jours, il y a des réunions où on va en parler collectivement pour dire ah, tiens, est-ce qu'il y a un sujet, etc. Est-ce que ça mérite d'être creusé? Et je pense que déjà, on va se lancer sur un sujet parce qu'il va y avoir un mix d'intuition, de sources, d'infos qu'on vérifie, etc. Et elle est prête quand on pense qu'il y a une info d'intérêt public et quand on a fait le contradictoire. Quand on a fait le contradictoire et que la personne mise en cause, on l'a questionnée, que ses réponses ont fait que valide un peu l'idée qu'on a, et là, quand elle est prête à être publiée. Et généralement, c'est pas nous qui décidons, ça va être nos chefs, les services d'édition, tous ceux qui relisent, qui disent bon bah là c'est bon, c'est carré. Ouais, eux, ils ont ce truc de recul où ils disent ok là c'est bon. Et nous aussi, mais c'est très collectif. D'accord. Et justement, le contradictoire, donc ça c'est un peu quelque chose, en tout cas j'ai l'impression qui est dans la déontologie du journalisme, mais que vous appliquez particulièrement. Ouais. Donc chaque personne qui, en tout cas, va être, comment dire, mettre sous le feu des projecteurs, mais bon, c'est un peu moins divertissant que ça, mais est informée à l'avance avec un certain nombre de questions. Et donc c'est rarement une surprise qu'une enquête tombe sur quelqu'un en fait. Non, et ça c'est marrant parce que souvent je sais pas pourquoi on attaque Mediapart en disant qu'on les a pas prévenus à l'avance, etc. Par exemple, si je prends cet exemple parce que c'est un peu c'est ce que François Bayrou avait sorti, mais il avait dit qu'il avait été pris au dépourvu, qu'à l'Assemblée il répondait comme ça, etc. Et ses défenseurs disaient il était pris au dépourvu. Ouais. La réalité c'est que nous il avait une 20aine de questions très détaillées, il y avait aucune surprise, on prend jamais les gens par surprise. Et nous le but c'est de dire le contradictoire, il va nous aider, c'est-à-dire qu'en gros, ça se trouve, on ne va pas publier l'enquête grâce au contradictoire. Donc en gros, on essaie d'être très détaillé, et ça c'est pour toutes les enquêtes, et on nous fait le reproche souvent d'être trop long, d'envoyer trop de contradictoires comme la police, quoi. Mais justement, le but, c'est d'essayer d'approcher le plus la vérité, quoi. Et justement, il y a cette histoire aussi de confidentialité, tu l'as dit. Vous allez vers l'extérieur en quête d'information, donc vous révélez en fait que vous avez travaillé sur un dossier avant que ça sorte. Ouais. Vous en parlez en interne, il y a ces fameuses réunions de rédaction, etc. Comment vous gérez la confidentialité? Parce que, par exemple, imaginons François Bayrou, il sait qu'il y a cette histoire qui va sortir, il pourrait très bien dégainer le premier et tenter quelque chose. Mais au final, comment vous gérez le fait que les infos elles leakent pas, ou est-ce que c'est grave que les gens soient au courant que vous êtes sur leur dos, si je puis dire? En fait, généralement, nous on avance un peu par cercle concentrique, c'est-à-dire quand on est sur une enquête. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de voir un petit peu les personnes que je peux contacter qui vont pas forcément alerter tout de suite les personnes mises en cause, les personnes où j'ai un doute, les personnes où c'est certain qu'ils vont les alerter. Et donc, en fait, on avance comme ça. On essaie de prendre le plus de trucs au début avec des gens qui vont pas alerter. Puis, en toute fin, quand on a bien avancé, on va se dire, là, c'est pas grave si les gens sont au courant. Après, il arrive. Par exemple, Éric Dupond-Moretti, l'ancien garde des Sceaux, sa spécialité, c'était que quand Mediapart lui envoyait un contradictoire, il faisait fuiter ça dans un autre média, avec cette idée que si ça sort ailleurs, ça va amoindrir les révélations de Mediapart. Et en plus, c'est une bonne stratégie, puisque du coup, il y avait cette idée de ça sort dans Le Point, son cabinet répond qu'il n'y a rien de grave, circulaire, rien à voir. Une fois que ça sort dans Mediapart, ça nous coupe un peu l'herbe sous le pied. Donc il y a des stratégies comme ça. Donc on essaye, et parfois on accélère le contradictoire, ou on le fait en toute fin. Mais en fait, sur chaque sujet, on va se dire attention, il y a un enjeu de confidentialité beaucoup plus important, ou là, il est moins élevé, etc.
Est-ce que, autre question, ça fait pas, c'est du même style que le marketing. Est-ce que, savoir, je les pose en n'ayant pas la certitude que tu aies la possibilité de répondre, mais une fois de plus ici, tu réponds que à ce que tu veux et tu peux dire j'ai pas envie. C'est le peu plus sincère. Oui, mais voilà, mais en tout cas, sache que le but c'est de mettre personne dans la merde aussi, donc voilà, encore moins, ça fait 20 ans qu'on se connaît, même si on se voit jamais, juste pour préciser, on a dû se voir 2 fois en 10 ans. Donc, je le précise également que les gens se disent pas, ils le ramènent parce que c'est son meilleur pote. Honnêtement, on était très proches en prépa, mais le temps nous a éloignés. Est-ce que Mediapart a un positionnement politique ? Parce que, en fait, j'ai l'impression de voir, et même d'ailleurs quand j'ai annoncé que tu venais, en mode, en gros, bon, bah, c'est la gauche ou l'extrême gauche, mais en même temps, je vous vois quand même taper à peu près sur tout le monde. Bon, il y a un positionnement, il y a une... Alors, je pense que le positionnement politique, il est de gauche. Ça, on le cache pas, et puis moi, j'en ai pas honte. C'est-à-dire que, mais il n'est pas partisan. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on a des valeurs. Elles sont, on dit que en interne qu'on est radicalement démocratique. Donc, c'est-à-dire qu'on croit en la démocratie, on croit en la lutte contre les inégalités. La lutte contre la discrimination, etc. Et donc ça, on est totalement à l'aise avec cette idée-là, et on le cache pas. C'est-à-dire qu'en gros, on va sur Mediapart, on sait d'où on vient. Par exemple, on ne donne pas d'interview à Marine Le Pen. On estime que le Rassemblement national ou que les partis d'extrême droite sont pas des partis comme les autres. Donc ça, on l'assume. En revanche, sur les critiques qu'on peut nous faire, qui reviennent souvent, c'est vous roulez pour tel ou tel parti, etc. Les gens qui nous lisent véritablement, qui nous connaissent, savent que on peut pas nous attaquer sur ça parce que, je veux dire, il y a aussi bien des enquêtes sur la France Insoumise que sur le Parti communiste, que sur Reconquête et Zemmour, que sur le Rassemblement national. Il n'y a pas un parti qui a été épargné par Mediapart, et il y a, hélas, pas un parti politique ou des candidats qui à un moment donné nous ont pas boycottés. Ou qui nous critiquent pas. Voilà. Par exemple, moi, ça m'a beaucoup amusé sur l'affaire Betaram. Il y avait une commission d'enquête qui était menée en parallèle de nos révélations, qui était dirigée notamment par un élu de la France Insoumise. Et donc du coup, on pouvait nous dire, les gens pour défendre François Bayrou disaient, bah voilà, c'est une attaque concertée entre Mediapart et la France Insoumise. Mais ils se rendaient pas compte qu'au même moment, la France Insoumise nous attaquait parce que on avait fait d'autres articles sur d'autres révélations sur leur parti politique. Donc en fait, nous, ce qui est certain et ce qui, quand les gens prennent le temps de regarder un petit peu ce qu'on sort comme enquête, il est évident qu'on n'est pas partisan. Est-ce qu'on arrive encore à croire aux politiques quand on est autant dans le nez dans les micmacs, et comme tu viens de le dire, tous les partis en ont plus ou moins. En tout cas, vous avez attaqué, pas au sens vulgaire du mot attaqué, mais en tout cas enquêté sur tout le monde et sorti des choses sur tout le monde. On arrive encore à croire au fait que la politique, ça peut être noble, beau, pur, juste, honnête. C'est possible d'y croire après 15 ans d'investigation. Bah ouais, moi je continue à voter, quoi, mais c'est... non, mais en vrai, c'est une vraie question parce que nous, on se pose souvent la question. C'est sûr que quand on est à Mediapart, mais d'autres journaux comme Le Monde, Le Canard enchaîné, Libé, etc., quand on sort des révélations, notamment sur des politiques, il y a cette petite question de est-ce qu'on n'alimente pas le tous pourri, est-ce que on ne dégoûte pas les gens de voter, etc. Nous, en fait, on a une haute idée de la politique, on a une haute idée de la démocratie, et on se dit que, enfin moi vraiment, je me dis, si je suis électeur, je veux, avant de déposer mon bulletin de vote, savoir pour qui je vote et être informé. Et nous, on essaie de remplir ce rôle, de dire, bah en fait, on va vous informer, on va vous donner les clés pour savoir, ok, vous pouvez voter en toute conscience, vous pouvez voter pour tel ou tel parti politique, avec qui a telle ou telle affaire, mais l'essentiel, c'est de le savoir et de voter en connaissance de cause. Donc moi, je suis pas, on va dire que ce qui me désespère, c'est pas tellement l'idée qu'il n'y a pas de bons politiques, parce que moi j'en rencontre, et jusqu'à preuve du contraire, donc jusqu'au moment où on va révéler quelque chose, et il n'y a pas que des politiques qui sont épinglés, heureusement. En revanche, moi ce qui me désespère un peu plus, c'est la manière qu'on a de s'habituer. Par exemple, à l'époque, on n'avait pas de ministre qui était mis en cause sur de graves affaires. Là, c'est presque la norme. Oui. C'est ça qui va me désespérer, c'est l'idée que les gens au pouvoir, du coup, cassent les normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on démissionne pas si on est mis en cause. Si on est condamné, on peut rester ministre. Et donc, moi, c'est ça qui me pose problème, c'est que du coup, l'opinion publique, soit elle s'habitue,
Et donc ça veut dire qu'une affaire n'est plus grave, même si on a piqué des milliers et des milliers d'euros dans la caisse ou dans l'argent public, ou alors qu'on va plus voter parce qu'on est tellement dégoûté qu'en fait on va plus voter. Et ça, je pense que c'est le rôle du politique que d'arranger ça, mais le rôle d'un média, c'est de coûte que coûte d'informer les citoyens. Et j'avais une question lumineuse, mais elle m'a échappé. Je sais pas. En fait, j'étais absorbé par ce que tu dis. Je me suis dit, j'ai une super question, mais malheureusement, je l'ai perdue. Donc, je vais passer à une autre question, mais qui est que, est-ce que parfois, c'est pas, comment dire, tu l'as un peu cité, mais je voudrais réappuyer sur ça, c'est le fait qu'au fond, la valeur unitaire de chaque révélation baisse un peu dans le temps. Je m'explique. Quand tu es au 100e ministre qui a fait quelque chose d'illégal, bah, ça a moins de valeur que le 3e que t'as balancé, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, est-ce que cette normalisation, elle joue pas des tours au final à Mediapart et au journalisme de manière générale, parce qu'au fond, on accueille ça comme one more, quoi, un de plus. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, mais pas sur est-ce qu'elle joue des tours au journalisme. Je pense qu'elle joue des tours à la démocratie. C'est-à-dire que quand un scandale politique n'a plus de conséquences, c'est-à-dire qu'en gros, ça passe comme une lettre à la poste et que la personne ne démissionne pas, etc. Je pense que ce que je disais, elle dégoûte le citoyen, elle permet de s'habituer au scandale, et avec cette idée que finalement, si le politique ne respecte pas les règles éthiques et déontologiques, c'est pas grave. Moi, je pense qu'en tant que journaliste, on peut avoir des questions. Moi, j'avais une discussion avec un collègue hier, pas plus tard qu'hier. Je m'interrogeais... Fabrice Arfi et Antoine Rouget ont révélé il y a quelques jours que François Bayrou avait, alors que 3 jours avant de demander aux Français de se serrer la ceinture et de faire son programme de dette, avait décidé de refaire son bureau. Ah oui, ça j'ai vu passer. Voilà, pour le rendre plus splendide, pour 40 000 euros d'argent public. Et en rigolant, j'ai dit c'est marrant, François de Rugy, avec l'affaire des homards, alors il n'y avait pas que l'affaire des homards, il y avait des questions de HLM, des questions de travaux, etc., était tombé assez rapidement parce que les gens n'avaient pas accepté ça, l'opinion publique, les médias, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, un ministre tombe pour ça, et François Bayrou, alors en plus qu'il est... dans l'opinion publique, il est détesté, etc. Les 40 000 euros décidés pour son bureau, sur l'argent public, ça n'a pas tellement imprimé. Je pense qu'on s'est habitué. Je pense que ça ne fait pas forcément de mal. Enfin, nous, on va se re-questionner mais ça ne nous empêchera pas de révéler, en fait, telle ou telle politique, si l'argent public est mal utilisé. En revanche, je pense que pour la démocratie et pour les hommes politiques ou les femmes politiques, le problème, il est pour eux, en fait. Il n'est pas pour les journalistes. Oui, et puis il est presque plus pour, comme tu l'as dit, la démocratie, la nation, les citoyens. Ça. Parce que nous, on ne le fait pas pour... Alors, contrairement à l'idée qu'on peut en avoir, moi et mes collègues, on ne le fait pas pour faire tomber des politiques. Moi, sur, par exemple, l'affaire Betaram, j'ai beaucoup plus de satisfaction à me dire qu'on interroge une époque, qu'il y a des gens de 60 ans, de 70 ans qui, pour la première fois de leur vie, ont parlé des violences physiques qu'ils avaient vécues quand ils étaient jeunes, qu'on a vu des adultes qui avaient mené toute leur vie, en fait, qui avaient éduqué leur enfant, qui ont dit, moi, en fait, j'aurais été un autre homme si je n'étais pas passé par Betaram ou par tel ou tel établissement. Je trouve que, et tous les débats qu'on a eus de société là-dessus, sur la violence sur les enfants, etc., je trouve que nous, là, on sait pourquoi on fait ce métier. Parce que ça permet de nous interroger au moment où, en plus, on était en train de sacraliser un retour de l'autoritarisme, l'idée qu'il fallait mater les jeunes, etc., je trouve que là, on se dit, attention, une société qui mate ses jeunes et qui les violente, voilà ce que ça peut produire. Moi, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est pas pour faire tomber François Bayrou ou pour faire tomber un tel ou tel ministre. En revanche, c'est pour pointer des sujets sociétaux, j'ai beaucoup travaillé sur les violences policières. C'était pas pour faire tomber tel ou tel préfet ou tel ministre de l'Intérieur. En revanche, sincèrement, j'avais une volonté très sincère d'arrêter qu'en manifestation, des gens qui manifestent et qui font souvent pas grand-chose, puissent avoir un œil éborgné parce qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment et parce qu'on avait décidé qu'il était judicieux d'utiliser des flashballs en pleine manifestation. Moi, ma volonté, c'était que ces violences, elles cessent, pas que le ministre de l'Intérieur tombe. Tu parles de ministre de l'Intérieur, tu parles de préfet, tu parles d'hommes politiques, de gens influents.
important. Il y a aussi des chefs d'entreprise, enfin il y a tout type de gens qui se font qui vivent des enquêtes, ou en tout cas qui ont à subir des enquêtes sur des choses qu'ils ont pu faire. Mais tout ça entraîne que vous tapez beaucoup sur les puissants. Avec un imaginaire qui est que vous êtes à risque en tant que personne. Sur un pan à la fois physique, aussi sur un pan potentiellement psychologique, et puis vous avez vos familles, etc. Vous êtes accompagné sur ça ? Sur le côté psychologique, notamment sur la menace, sur les risques. Alors, j'imagine des avocats, oui, c'est un peu presque le plus simple, mais sur la profondeur de l'impact que ça peut avoir sur les hommes et femmes qui sont derrière les enquêtes. Alors oui, je pense qu'il y a eu un changement de paradigme après les attentats de 2015, où on s'est rendu compte que beaucoup de journalistes qui bossaient sur les questions terroristes, c'est l'époque où on voyait beaucoup de vidéos aussi de décapitation, de Daesh, etc. Il y a eu une vraie interrogation du métier sur, en fait, on n'est pas non plus, on n'est pas fait de marbre, et donc du coup, ça peut nous atteindre. Nous, à Mediapart, pour prendre l'exemple de Mediapart, il y a une grosse attention qui est donnée à ça. Donc, on a, comme tu dis, des avocats pour la partie juridique. On peut avoir parfois des protections si on est menacé ou ciblé. On a accès à une ligne d'écoute psychologique pour ceux qui le souhaitent, qui travaillent sur des matières. Alors, par exemple, les reporters qui vont sur des terrains de guerre en Ukraine, etc., peuvent en avoir besoin à leur retour. Donc ça, oui, je pense que c'est un truc qui est à disposition de la plupart des rédactions et en tout cas de Mediapart, quoi. Tu as déjà été menacé ? Oui, j'ai été menacé plusieurs fois. Alors pas récemment, mais généralement c'est quand tu traites des sujets sur l'extrême droite ou soit en manif. Donc ouais, j'ai connu des moments pas sympas. Et t'as jamais eu à cause de ça un moment où ça pouvait être trop et peut-être trop de risques pour toi et te dire est-ce que le jeu en vaut la chandelle, tu vois, enfin cette logique un peu de vouloir arrêter en fait à cause de ça? Alors j'ai jamais voulu arrêter à cause de ça. Après, je pense que quand on est menacé ou quand on est agressé, en fait, ça change quand même les choses. C'est-à-dire que je vais pas moi dire non, j'ai le journaliste chevillé au corps. Non, moi la réalité c'est que j'ai été agressé il y a à peu près 10 ans de ça, quand je traitais certains groupuscules d'extrême droite. Le fait est, c'est que pendant des années, je n'ai plus jamais écrit sur ces groupes-là. Alors la force, c'est que moi j'étais dans des rédactions où en fait c'est d'autres qui s'en chargeaient. D'autres ont pris le relais. Voilà. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, j'ai estimé que j'avais eu peur, que c'était allé trop loin et que du coup, j'avais mis de côté un petit peu ces sujets-là. Je pense que c'est un peu le risque, c'est que c'est pas forcément visible parce qu'une rédaction, elle va travailler sur ces sujets. Mais moi, j'ai une collègue qui bossait sur l'extrême droite, qui a été violemment menacée par des youtubeurs d'extrême droite. Je pense que ça a eu des conséquences importantes sur elle, et donc du coup, collectivement, on le voit pas forcément parce que on essaie de compenser le déficit, mais humainement, c'est sûr que ça pose question parce qu'on se dit, en fait, le simple fait de ne plus écrire sur tel ou tel sujet, c'est une victoire pour les personnes qui nous menacent ou qui nous agressent. Donc oui, ça peut, c'est des mauvais moments à passer dans des carrières, quoi. Justement, donc toi, c'est les inégalités, en tout cas, tu as beaucoup travaillé sur les inégalités. Est-ce que tu as eu une enquête qui t'a particulièrement marqué? Je vais pas dire, tu vois, je vais pas faire le cliché d'une enquête qui t'a empêché de dormir, tu vois, mais presque un peu. Est-ce qu'il y a une enquête qui vraiment t'a profondément marqué l'homme, tu vois, pas forcément le journaliste, l'homme? Alors il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'il y en a une. Alors je vais dans les détails, c'était il y a longtemps. Elle m'a marqué. En gros, j'ai une source. Je peux la dire sans la nommer, mais une infirmière d'un hôpital qui m'a contacté parce que je l'avais rencontrée pour d'autres sujets, qui m'a dit qu'elle était un peu écœurée par. En grosso modo, il y a une famille qui a appelé les pompiers parce que leur fille faisait un malaise.
Et selon cette infirmière, les pompiers ont maltraité cette famille quand ils sont intervenus. Donc, faut dire que la famille est noire, d'origine, je crois que c'était du Mali, mais je peux me tromper. Et donc, du coup, ils appellent les pompiers parce que la fille fait un malaise. Et en fait, d'abord, au téléphone, ils essaient de minimiser la chose. Et sur place, ils remettent en cause les déclarations de la mère et les déclarations de la fille. En fait, la fille est inconsciente et ils partent du principe qu'elle fait semblant. Et moi, j'avais bossé sur ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen. C'est que généralement, il y a un préjugé raciste qui a été très persistant à l'époque à l'hôpital et dans les facs de médecine. C'était de partir du principe que quand on est d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, on avait tendance à exagérer sa douleur ou à exagérer les douleurs de manière générale. Donc j'avais fait 2 autres sujets où j'avais essayé de documenter ça. Et donc j'ai rencontré la famille. Il se trouve que la fille en question, donc les pompiers sont repartis en la laissant bredouille, en considérant qu'elle mentait et qu'elle faisait semblant de dormir. Elle est décédée quelques jours plus tard. Et donc moi j'ai rencontré la famille pour voir un petit peu de quoi il s'agissait. Humainement, ça m'a beaucoup atteint parce qu'elle avait un frère jumeau, donc elle est décédée. Elle avait un frère jumeau qui était là pendant l'interview. Moi j'aurais préféré qu'il ne soit pas là, mais la famille tenait à être ensemble, etc. Il se trouve que moi j'ai un frère jumeau, donc évidemment je peux pas faire abstraction. Moi je voyais qu'une chose, c'était le frère qui avait perdu sa sœur jumelle, quoi. Et à la toute fin, donc nous, quand on est journaliste, d'autant plus d'investigation, on essaie de documenter. Comment moi je vais raconter que des pompiers ont maltraité ces personnes et ont pas fait ce qu'il fallait. J'ai demandé s'ils avaient des enregistrements, etc. Et le père m'a dit, moi j'ai enregistré en fait les conversations parce que j'étais pas sur place. Et comme ma femme m'a appelé pour me dire que les pompiers faisaient n'importe quoi, j'ai enregistré. Il m'a donné un enregistrement d'1 heure que j'ai écouté et où là, donc c'est ce qu'on a diffusé sur Mediapart, l'absurdité de la réaction des pompiers était manifeste. Ils parlaient mal, ils engueulaient la petite fille alors qu'elle était inconsciente, ils engueulaient la mère alors qu'elle leur disait je veux juste que vous preniez en charge ma fille, elle a jamais été comme ça, etc. Donc tout était accablant. Il se trouve qu'après il y a une enquête qui a été ouverte, etc. Mais donc du coup c'était bouleversant parce que je pense que le plus bouleversant, c'était de se dire que cette famille-là n'avait rien demandé, que c'était grâce à une infirmière qui avait été curée par leur situation, que moi j'ai dû les convaincre de dire en fait ce que vous avez vécu n'est pas normal. Ils n'étaient pas du tout procéduriers, ils voulaient pas prendre d'avocat, ils voulaient rien faire de tout ça à part leur deuil. Et je pense que le combo, on va dire, de la famille qui est totalement démunie, sans ressources, sans capital forcément relationnel, bien culturel, et de la matière qu'ils avaient en fait, de la réalité de ce qu'avaient fait ces pompiers-là. Je veux pas du tout généraliser. Là, c'était une équipe qui était problématique. Moi, m'a bouleversé. Ouais. Est-ce que tu peux... Alors, je me souviens bien de cette enquête parce qu'elle était assez perturbante. Est-ce que tu peux parler des conclusions de cette enquête, même si c'est pas forcément le but de l'interview, mais c'est quand même fait partie des enquêtes qui ont changé un peu les choses. Il y a eu des évolutions, en tout cas, dans les approches avec le temps, dont notamment le traitement du 15, du SAMU. Je ne sais pas si évidemment la situation est idéale aujourd'hui, mais j'ai souvenir qu'il y a eu une succession d'éléments un peu comme ça et qu'il y a eu un moment de prise de conscience. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou pas. Alors, ça avait commencé un peu avant, parce qu'il y avait une enquête qui était une enquête je crois que d'un média régional sur une femme qui avait fait une intoxication au Doliprane et les SAMU avaient refusé. Donc en fait, il y a eu, moi j'en avais fait une autre sur le SAMU aussi. En gros, c'est des enquêtes qui ont permis à la fois de documenter le syndrome méditerranéen, à la fois, alors ça c'est pas forcément grâce à Mediapart, mais c'est grâce à la succession d'enquêtes journalistiques qui ont fait que il y a eu des études qui ont été menées et je sais que c'est enseigné maintenant dans les cursus de médecine pour dire, pour déminer en fait ce préjugé raciste. Et en tout cas, moi je sais que pour cette enquête, j'avais conversé avec un patron des pompiers qui avait expliqué que maintenant ils avaient un protocole à respecter et il était hors de question de partir du principe que quelqu'un exagère. Voilà. Donc oui, je vais jamais dire que tout a changé parce que on sait pas. Je verrai pas à l'avenir. En tout cas, sur ce fait-là, l'enquête, elle est toujours en cours.
Ok, sur ce truc, Ouais. l'enquête est encore en cours. Alors que ça fait plusieurs années. C'est quoi, Ça fait 2 ans, je crois. 2 ans, ok. Bon, de toute façon, on sait que les enquêtes et la justice... le temps de la justice. On est sur un temps long. Ouais. Presque plus long que les enquêtes de Mediapart. Exactement. Sur la question des inégalités et on va dire du racisme, hein, parce que là, ce dont tu parles d'un autre exemple du racisme et tu en as couvert beaucoup. Hein. T'as pas l'impression que... ce sentiment parfois de brasser des sujets qui, en fait, se répètent, tu sais, à l'envi. Enfin, un truc de genre... tu sors d'un et boum, il y en a un autre à gauche. Enfin, tu sais, un truc un peu permanent, tu vois, et c'est de lutter contre en fait, l'inéluctable sens du racisme et des choses. Enfin, il y a un truc un peu horrible, tu vois, et je me demande à quel point ça peut lasser au bout d'un moment, tu sais, un truc de genre... presque abandonner le fait que ça peut avoir un impact. Ton travail. Alors oui, je pense qu'il peut y avoir cette idée-là de, en fait, on révèle toujours des atrocités et parfois, en plus, on se dit c'est de pire en pire. Moi, je m'accroche à autre chose, c'est-à-dire que quand on révèle une affaire, déjà, il y a vraiment ce sentiment de... ce que je disais au début, c'est qu'on fait quelque chose de l'indignation, de la colère. C'est-à-dire qu'en gros, et on fait quelque chose de la souffrance des victimes. Quand on révèle... je sais pas, moi, quand j'avais révélé pour l'Obsider l'affaire Michel Zecler, le producteur qui avait été tabassé par des policiers, moi, ça faisait des années que j'avais traité des questions de violence policière et je me souviens que pendant les Gilets jaunes et tout, avec le tel flot de violence policière à laquelle on assistait, je me suis dit mais c'est peine perdue. En fait, on a beau voilà. Je pense moi je me résous pas à ça et quand par exemple il y a l'affaire Zecler qui sort, quand pour la première fois le président de la République parle des violences policières, admet qu'il y a des contrôles aux faciès, etc., on se dit que c'est une victoire. Moi je pense à Michel Zecler lui-même qui aurait pu terminer en prison parce qu'il est accusé à tort d'avoir voulu frapper les policiers et voler leurs armes et tout. Je me dis qu'on sert à quelque chose. Donc en fait à chaque fois, chaque histoire, chaque affaire, on sait à quoi on sert. Donc c'est ça qui compense un petit peu le désarroi et peut-être la lassitude qu'on pourrait ressentir. Tu as parlé beaucoup de l'affaire Betaram, qui est quand même une des grandes affaires un peu de l'année. Tu as beaucoup travaillé dessus avec d'autres collègues journalistes. Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'origine de cette enquête, comment elle t'est tombée dessus, si c'est communicable, et un peu quel était le point de départ de cette enquête, et tu l'as rappelé un peu, même si tu l'as déjà fait un petit peu dans cette émission, mais un peu les tenants et aboutissants de l'enquête, parce que c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé. Donc, c'est bien. En fait, elle ne nous est pas tombée dessus. C'est que moi, 1 an avant, j'avais beaucoup bossé sur l'affaire Stanislas. Pourtant, je suis pas spécialisé des écoles privées catholiques, mais donc c'était la ministre Oudéa Castéra, la ministre de l'Éducation et des Sports. On avait révélé que ses enfants étaient scolarisés à Stanislas, donc c'est un lycée catholique UP du 6e arrondissement de Paris. Et moi, il faut savoir que quelques mois avant, avec une autre collègue, on avait sorti une enquête sur les dérives homophobes, autoritaristes, sexistes de cet établissement. Donc grosso modo, quand elle devient ministre, il y a tout un débat qui naît autour de l'école privée catholique, de Stanislas, du fait qu'une ministre mette ses enfants, etc. Et au même moment, mais c'était passé un peu inaperçu, il y a l'affaire Betaram qui naît via d'autres médias, Le Monde et la presse locale. France 3 et Sud-Ouest avaient fait beaucoup de sujets pour révéler cette école qui avait violenté un tas d'élèves, etc. Et Antionne, qui vient de cette région, qui vient de Pau, enfin pas loin de Pau, je me souviens, nous avait envoyé un mail en disant qu'il faudrait surveiller cette affaire-là, il faudrait voir, parce qu'en plus François Bayrou c'est son fief, donc il faudrait enquêter là-dessus. Bon, comme on a un tas de sujets, etc., lui avait commencé, mais les sujets on peut commencer longtemps avant et puis les mettre de côté et puis les reprendre. Et à un moment donné, je crois qu'il avait proposé de reprendre le sujet. Donc on l'avait repris ensemble. Et en fait, on a gratté, c'est-à-dire qu'on a regardé ce qui était sorti dans la presse. Donc on a sur à la fois les violences et les collectifs de victimes. Ah oui, parce qu'il y avait un collectif de victimes qui était né, qui avait fait un travail considérable. Et donc du coup, on a un peu regardé ce qui était sorti. Et on a vu que dans quelques interviews données par François Bayrou, à chaque fois, il disait « Moi, j'ai jamais été au courant de rien, j'ai jamais été alerté. » Et c'était le point de départ de notre enquête, puisqu'on s'est dit « C'est pas possible.
Il y a une école, on sait François Bayrou très très proche de ses administrés, c'est l'homme le plus puissant de cette région. On avait du mal à croire qu'il avait pu échapper à ça. Et donc c'est là que commence le second volet de l'enquête, où on essaye de comprendre s'il y a eu des alertes et tout. Donc on rappelle beaucoup de témoins de l'époque, des journalistes de l'époque, etc. On fait un gros travail de récupération d'archives, de l'INA, de la presse locale. Et c'est comme ça qu'on arrive à montrer de manière totalement factuelle et documentée qu'en fait, à deux époques cruciales, 96 et 98, il a été alerté directement et qu'il a pas seulement pas ignoré les alertes, c'est qu'il s'est rendu dans l'établissement pour défendre l'établissement mis en cause et donc ignorer les victimes dont il avait conscience et connaissance. Il y a un sujet dans cette affaire, c'est qu'on parle d'enfants. Comment vous... Enfin, toi, on peut prendre ce cas particulier, mais c'est une question qui vient du chat et que je trouvais intéressante. Comment on gère éthiquement ce qu'on appellerait des personnalités à risque, les victimes, et notamment les profils d'enfants voilà. Est-ce que il y a des processus particuliers pour révéler des choses qui ont eu lieu sur des enfants Enfin, tu vois, par exemple, là, dans ce cas particulier, en parlant plus potentiellement des enfants de François Bayrou, enfin... Tu sais, il y a ce truc un peu de révéler quelque chose qui met à mal quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est pas difficile ? Je dis ça parce que j'ai écouté cet été sur les routes des vacances un épisode de Fabrice Drouel, donc Affaires sensibles, où justement un journaliste évoquait la particularité de devoir révéler, c'était l'histoire de Saint-Étienne, tu sais, Ouais. On va dire le complot pour révéler l'homosexualité d'un... Qui est la révélation de mon collègue Antoine Rouget. Bon, bah voilà. Ouais. Donc ça tombe bien. Donc ça doit être Antoine Rouget qui s'exprime et que justement, comment tu fais quand la victime veut pas parler ? Est-ce que tu dois t'assurer que la victime est d'accord pour que son nom soit directement ou indirectement mis en avant ? Voilà. Comment vous gérez cette partie-là qui est ultra sensible d'un point de vue éthique, déontologique, mais aussi moral ? Ouais, alors je voudrais juste corriger parce que j'ai vu dans le chat que vous précisez qu'Antoine c'était pas Béarnais et je vais me faire tuer. Effectivement, il est basque, donc c'est bien de le préciser. C'est peut-être lui qui est dans la... Et donc non, t'as raison. Alors encore une fois, il n'y a pas de protocole défini. Nous et encore plus à Mediapart, il est hors de question de faire quelque chose sans le consentement des sources ou des victimes. C'est-à-dire que par exemple, dans le cas, moi je peux te donner un exemple, mais pour l'affaire Betaram, il y avait une des victimes qui a eu le tympan perforé en 96. C'était la victime dont le père avait alerté François Bayrou à l'époque, etc. Cette personne-là, initialement, elle voulait pas apparaître dans l'article. Donc du coup, nous on l'avait mis sous pseudo et on avait évoqué son cas avec son accord, mais elle n'apparaissait pas et puis finalement avec le temps elle a changé d'avis et donc là on a fait son interview, etc. Nous sur un sujet comme ça on n'ira jamais à l'encontre des victimes et des sources. Parfois, on va dire que il y a des sujets qu'on va révéler, mais avec peu de détails, pour pas casser ce consentement des victimes. Mais si ça met en cause un politique et que, par exemple, dans le cas de Betaram, il est ministre de l'Éducation à l'époque et il couvre des affaires de violence, on peut pas ne rien écrire. En revanche, ça va être... je sais que moi, il y a des sujets où les faits étaient extrêmement graves, notamment sur des politiques, où à partir du moment où la victime ne voulait pas, que j'ai rencontré plusieurs reprises, etc., ne voulait pas parler, le sujet n'est jamais sorti. T'as des enquêtes qui n'ont... J'ai une enquête à laquelle je pense parce que ça m'a marqué parce que c'était un gros sujet, que j'avais pris du temps, etc. La victime a changé d'avis, il était documenté, il y avait tous les éléments, etc. C'est une enquête qui... Peut-être qu'elle sortira un jour, parce que ça nous arrive beaucoup aussi d'avoir des sujets qu'on met de côté et qui sortent des années après parce que il y a un élément qui a changé. Il y a une évolution dans l'esprit aussi peut-être de la victime. Et sachant, et dans beaucoup de sujets, c'est comme ça. Je pense par exemple, alors c'est pas du tout Mediapart, mais j'ai vu l'affaire Jean Humbert de ce chef restaurateur qui est accusé de violence notamment conjugale. Il y a une victime qui avait témoigné de manière anonyme dans Elle et qui finalement a pris la parole de manière officielle. Qui avait caché son nom et qui ensuite a révélé qui était derrière ce prénom. Et qui a fait notamment Quotidien pour le révéler. Ça arrive très souvent que, en fait, au début, les victimes aient peur, se disent je veux pas mener ce combat toute seule, etc. Et puis
puis moi je jugerai jamais une victime, je parlerai même pas de courage. Je pense on est maître de son histoire, que aussi ça peut être une seconde violence de le raconter médiatiquement. Mais en tout cas, les choses elles évoluent. Au gré de ce qui peut se passer au niveau politique, médiatique ou de son cheminement personnel. Donc voilà, mais en tout cas, oui, cette enquête, elle est jamais sortie, peut-être qu'elle sortira un jour. Et ça arrive beaucoup. Nous, on le fait pas en dehors du consentement des victimes, quoi. Dans l'affaire Betaram, il y a eu une difficulté particulière ou ça a été une enquête plutôt facile? Moi, je pense que la grosse difficulté, c'est le rouleau compresseur du pouvoir en face. C'est-à-dire vraiment, moi je l'ai dit au moment où, quand on allait sur des plateaux télé et tout, je suis sidéré de voir à quel point un Premier ministre, une équipe gouvernementale, parce que les ministres ont suivi, ont été capables d'aller très loin dans les attaques contre Mediapart, contre nous, les journalistes qui avons révélé ça. Il n'y a qu'à regarder la commission d'enquête parlementaire où ils sont allés jusqu'à... Enfin, François Bayrou est allé jusqu'à dire que Françoise Gulung, qui était une lanceuse d'alerte de l'époque, grosso modo était folle. Okay. Je pense qu'on a rarement vu des hommes politiques en poste aller aussi loin dans les attaques pour tenter de discréditer les lanceurs d'alerte, les journalistes, les victimes. Et moi, je suis sidéré. Et je pense que c'est pas rien, c'est pas juste pour défendre sa paroisse et Mediapart. C'est qu'en fait, quand vous dites à l'opinion publique, à des citoyens, regardez, Mediapart écrit de la merde, regardez ces journalistes, c'est des fake news, etc. Il y a une petite musique qui infuse, c'est-à-dire on croit plus personne. Il y a cette musique, et c'est les mêmes politiques qui vont aller sur les plateaux de télé pour dire on est dans une société où les jeunes ne font plus confiance à la presse, ils vont s'informer sur les réseaux sociaux, etc. Et je pense qu'ils jouent un jeu dangereux à discréditer. En fait, ils finissent par se discréditer eux-mêmes. Et je pense que c'est grave. Encore une fois, c'est des grands mots, mais je pense que c'est une grosse atteinte à la démocratie. Tu parles de démocratie, tu parles de respect de la presse, la liberté de la presse. Tu trouves qu'en France, c'est quelque chose qui existe toujours? Je pense que oui, elle existe toujours. Alors après, elle est attaquée, elle est écorchée, mais elle existe. Mais de toute façon, en vrai, c'est comme toute la liberté. C'est quelque chose qui peut se réduire comme peau de chagrin, et c'est un droit c'est une liberté qu'on doit sans cesse défendre et protéger. Et c'est une liberté qui est celle du citoyen, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas le luxe pour protéger une classe journalistique, etc. Même si en plus, moi, je suis très critique vis-à-vis de la classe journalistique et médiatique. Mais en fait, le droit d'être informé, c'est un droit extrêmement précieux pour les citoyens. Et donc, la liberté de la presse, elle va avec ça. Et puis, on le voit avec, par exemple, ce qui se passe à Gaza, ou en Ukraine. On voit bien que si on n'envoie plus de journalistes, si on coupe toute arrivée pour les journalistes, on ne sait plus rien, en fait. C'est le trou noir. Et alors que c'est bien le plus précieux du citoyen que de savoir ce qui se passe à tel ou tel endroit. Le journalisme de guerre, tu parles de Gaza, tu parles de l'Ukraine, mais il y a d'autres fronts en ce moment dans le monde aussi. C'est quelque chose qui t'a attiré, qui n'est pas... Enfin, tu vois, là, pour l'instant, tu es vraiment sur la société française. Hein. C'est quelque chose qui t'a attiré un jour? En vrai, non. Je crois que je suis trop heureux. Okay. C'est honnête de le dire. Je crois que... non, alors pareil, je suis vraiment plein d'admiration pour les reporters de guerre. Mais je pense que... Après, j'ai jamais essayé, mais oui, je pense que mon courage s'arrête là, quoi. En tout cas, on peut le dire, il faut quand même un courage phénoménal. En plus de faire le métier que tu fais, tu connais les risques de ce métier, mais dans un front de guerre. Où, par essence, tout peut arriver. Au sens strict de vraiment tout peut arriver à tout moment. Et puis, c'est horrible, hein, mais quand on est entouré par la mort, parce que c'est ça, être au front, c'est être entouré par la mort. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus horrible, c'est que on peut être soi-même une cible, parce que finalement, ce qui était censé protéger, donc donc avoir un brassard théoriquement de presse ou de médecin, peut devenir finalement une cible vivante et humaine. Et on le voit encore aujourd'hui. Non, c'est clair. La neutralité, on a un peu aussi tourné autour du sujet, mais je pose la question de manière plus directe. Ça existe, la neutralité journalistique? Parce que, en gros, ok, il y a une déontologie, il y a des méthodes, il y a des process, mais est-ce qu'on peut vraiment être neutre? Et je pense notamment aux États-Unis, où pour le coup, les États-Unis, on va dire que la barrière de la neutralité est franchie, parce que globalement, à chaque élection, les grands journalistes déclarent pour qui ils vont voter. Donc il y a un côté vraiment de positionnement politique. C'est moins le cas en France. En France, on a tendance à parler de neutralité, on voit rarement des journalistes vraiment dire voilà, moi je vais voter pour ce parti, je recommande de voter pour ce parti-là. Les États-Unis, c'est une vision différente des choses.
Tu penses quoi de cette neutralité à la française? Moi, je pense qu'elle n'existe pas et je pense que maintenant, on est de plus en plus. Ouais, je pense qu'on est plus raccord pour le dire. La neutralité, elle n'existe pas parce que de toute façon, à partir du moment où on choisit de traiter tel sujet plutôt qu'un autre, c'est un choix, c'est subjectif et donc c'est pas neutre. À partir du moment où on est dans un média qui a une certaine ligne éditoriale, c'est pas neutre. Notre parcours nous rend pas neutre, qui on est, nos origines, notre orientation sexuelle, etc. fait qu'on n'est pas neutre. Nous, enfin en tout cas à Mediapart, on se fout de la neutralité. En revanche, ce qui compte, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire qu'en gros, on parlait de déontologie, on parlait d'un cadre, d'un protocole. Je pense qu'on peut être honnête dans la façon de traiter l'information. C'est-à-dire que si on respecte les codes, le contradictoire, si si par exemple nous, il n'y a pas cette idée, on n'est pas partisan, on n'est pas encarté, on ne roule pas pour un parti, etc. Et que l'honnêteté guide nos publications, je pense qu'il n'y a aucun problème. Moi, j'aurais aucun problème sur certains médias, je pense à CNews par exemple, s'ils étaient honnêtes. Ils ne le sont pas, et parce que je ne le dis pas comme ça pour les attaquer, mais parce qu'on l'a démontré avec des enquêtes qu'ils ne l'étaient pas. Je suis pour la pluralité des publications, mais si on part avec le même cadre et le même souci éthique et déontologique. Tu dis on s'en fout de la neutralité. Je veux juste te donner l'opportunité de repréciser ces mots parce que je sais, on est sur Twitch, c'est facile, tu coupes à juste un moment et chez Mediapart on s'en fout de la neutralité. Quand tu dis on s'en fout, c'est-à-dire que c'est pas un questionnement quotidien? Oui, non, c'est qu'en gros, je pense que c'est une illusion, la neutralité. Et donc, du coup, nous, on va beaucoup plus se fixer sur l'honnêteté journalistique avec des codes très précis. C'est-à-dire que, par exemple, si on sort un enregistrement, on va toujours se questionner sur l'intérêt public de sortir un enregistrement. On n'a pas des méthodes illimitées et on se permet pas tout. Si le contradictoire, il est essentiel. On ne publiera pas une enquête si on n'a pas interroger la personne qui est mise en cause et si elle ne sait pas dans le détail sur quoi on la met en cause. Donc, tu vois, par exemple, il y a eu des grosses affaires comme l'affaire de Benjamin Griveaux où on avait vu une photo, une dick pic qui était sortie pendant les municipales. Nous, cette info, elle nous avait été proposée, c'est-à-dire qu'on avait rencontré une des sources qui était venue à Mediapart pour dire voilà, on pense qu'il y a un sujet. Bah non, en fait, les deux journalistes en charge de ces sujets-là lui ont dit bah non, en fait, c'est pas d'intérêt public. Il y a le consentement de la personne qui reçoit cette image. Il n'y a pas de sujet Mediapart. Et donc, on n'est pas prêt à tout pour faire de l'abonnement, etc. Il y a un cadre à respecter et donc on s'y tient, quoi. Donc oui, il y a des refus, il y a des refus d'enquête. Ah bah ouais. Ok. Donc, je dis juste pour les gens qui nous écoutent en live, s'il y a des morceaux qui sont découpés d'une certaine manière, au moins vous avez la réponse complète. Oui. Comme ça, vous pouvez, comme on est dans un cadre où le but est d'être... Je vais faire plus attention. Non, mais c'est pour toi, hein, je dis ça, parce que je veux que les personnes invitées n'aient pas à souffrir. Alors après, les avis, voilà, on les défend soi-même, mais au moins que comment dire. Non, mais t'as raison. Le cadre de sincérité, puis tu l'as dit, c'est un truc un peu confidentiel, cette discussion, il y a une proximité qui fait qu'on peut très vite, ça a été pensé pour qu'on puisse se lâcher un petit peu, mais sur des sujets aussi importants et avec l'image de marque mais complètement. que tu représentes. Mais tu vois, par exemple, nous, je sais qu'à Mediapart, par exemple, le simple fait d'utiliser le terme de violence policière, c'est pas neutre. T'as par exemple des ministres du gouvernement qui partent du principe que les violences policières n'existent pas. T'as des publications qui vont mettre entre guillemets. Donc en fait, nous, on peut pas se réfugier derrière la neutralité. Moi, je suis à Mediapart, je faisais la même chose à l'Obsider ou même à Métro. Je peux pas me réfugier derrière ça. Ce que je veux dire par là, en revanche, c'est que si je parle de violence policière, je vais le démontrer. Je dis pas que tous les policiers sont à mettre en cause. Je dis pas qu'il n'y a pas de violence légitime de la part des policiers. En revanche, quand on parle de violence policière, c'est un état bien précis. C'est une légitime défense qui n'est pas respectée. Donc du coup, à chaque fois, il y a une démonstration. Et donc c'est pour ça que c'est de l'honnêteté journalistique. C'est une démonstration journalistique. Mais en tout cas, ce n'est pas neutre. Très clair, comme ça, voilà. Moi, quand je t'ai invité, et c'est normal parce que on est sur Twitch pour la partie live et sur les autres plateformes pour le côté podcast, mais bon, évidemment, naturellement, moi, je me suis dit, on va parler de Jean Portmanov. Alors, tu m'as dit, en toute honnêteté, c'est pas mon enquête. Donc, si c'est un sujet qui est important dans la discussion, je préfère qu'on invite la personne qui a travaillé dessus. Donc, en fait, est-ce que tu peux juste nous citer qui a travaillé dessus? Donc sur cette enquête, si tu peux la résumer grossièrement pour ceux qui auraient juste entendu parler de ce cas, et surtout quelles étaient les révélations de Mediapart, parce qu'en fait Mediapart a parlé de ça bien avant le décès de Jean Portmanov, et comme ça recontextualise un petit peu.
on coche la case du fait qu'on en a parlé, mais surtout ça peut renvoyer les gens vers l'enquête Non, en mais il question. n'y a pas de souci. Moi, tant que je cite, voilà, j'ai pas l'auteur de l'article, mais c'est un travail assez dingue de Marie Turcan et Bérénice Gabriel qui, en décembre 2024, ont fait une vidéo de 10 minutes, une enquête vidéo, pour révéler ce qu'elles ont appelé le business de la maltraitance de la plateforme Kik. Sur lequel on pouvait voir la chaîne de JP Portmanov, qui en fait donc avec alors comment définir ça, en gros il y a deux individus, deux streamers, Owen et j'ai oublié son nom, Safin, si je dis pas de bêtises. Safin, S-A-F-I-N. Ouais, c'est ça. Safin, ouais. Je sais pas si on le dit comme ça. Qui exploitait un petit peu Koudou et une personne vulnérable sous curatelle et le fameux Jean Portmanov. En tout cas, en gros, grosso modo, en mettant en scène des humiliations, des violences. Donc en fait, c'était des heures et des heures de vidéos où ils étaient violentés, ils pouvaient être étranglés, frappés, humiliés. Ça allait très très loin. Donc elle révèle ça en 2024. Donc il y a vraiment cette idée, en fait, de comment une chaîne, comment une plateforme fait de l'argent et comment des créateurs de contenu font de l'argent sur la diffusion de la violence, de la maltraitance et de l'humiliation de personnes vulnérables. Je pense que c'est important parce qu'il y a vraiment cette idée validiste de se moquer de personnes en situation de vulnérabilité. Et il faut savoir qu'en décembre 2024, quand elle révèle ça, alors ça a son effet, c'est quand même une grosse enquête Mediapart, mais contrairement à d'autres enquêtes, ça passe un peu inaperçu médiatiquement. Il n'y a pas beaucoup de reprises. Ouais, ça n'a pas été repris. Voilà, et politiquement non plus. Il y a une enquête qui est ouverte le lendemain, je crois, par le parquet de Nice, pour violence volontaire. Donc c'est la justice qui s'interroge pour savoir si les deux créateurs de contenu, ça donne à des violences contre les deux autres, notamment Portmanov. Et puis c'est le trou noir jusque cet été, où Jean Portmanov décède, je crois que c'était dans la nuit du 17 au 18 août. Il décède pas à un moment anodin, puisque il venait d'enchaîner 300 heures de live sur cette plateforme, avec grosso modo 300 heures d'humiliation, de violence répétées sur sa personne et sur d'autres, avec cette particularité, c'est qu'il avait alerté à plusieurs reprises, 4 fois, qu'il voulait arrêter le live, qu'il voulait partir. Il avait envoyé des textos à sa mère en disant qu'il se sentait séquestré, etc. Alors, ça a été... faudra démêler le vrai du faux. Enfin, le vrai du faux. La réalité de tout ça avec l'enquête, parce que la mère de Jean Portmanov vient en défense des autres pour dire que finalement, il était consentant, etc. Il y a plein de questions que ça sous-tend, parce que est-ce que le consentement est éclairé quand une personne vulnérable gagne 6 000 euros via ces contenus-là d'humiliation? On peut s'interroger, est-ce qu'on peut tolérer l'idée qu'une plateforme, et c'était, je crois, les streamers français les plus suivis sur la plateforme, sur la plateforme Kik, est-ce qu'on peut accepter ça, en fait, de diffuser cette violence? Alors eux arguent le fait que c'était de la mise en scène, etc. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle à la place d'une personne qui est décédée, puisque tout le monde est là pour dire qu'en fait, il était consentement. Mais en tout cas, les éléments matériels qu'on a de lui, c'est de dire qu'il voulait arrêter, qu'il se sentait séquestré. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que, comme d'autres, qu'il avait l'air totalement consentant. Et le fait est, c'est que qu'est-ce que ça dit d'une société de donner de l'argent, d'être des milliers d'abonnés à voir cette violence, même si elle était mise en scène. Je pense que ça nous interroge. Et moi, ça me permet de faire le lien sur... quand j'ai travaillé sur Cyril Hanouna, etc., il y avait aussi cette question-là d'humiliation, notamment sur l'animateur Mathieu Delormeau. Moi, je pense qu'on n'a pas à donner à voir ça à l'opinion publique. Alors, quand la télé, en plus, il y a de l'argent public, etc., donc c'est autre chose. Mais je pense que ça questionne d'autant plus quand on a, pour la première fois en France, un streamer qui meurt en direct. Oui, parce que la conclusion folle, c'est le décès d'une personne en direct, en plus de... c'est-à-dire que ce qui moi, m'a marqué, parce qu'en plus, j'avais connaissance de l'existence de ce groupuscule, c'est mon milieu, c'est mon secteur. Honnêtement, je regardais pas, donc... j'avais pas connaissance de la profondeur et du système répétitif. Tu sais, quand tu es dans un monde où tu vois que des clips, tu te dis, ils sont tarés, mais tu te dis pas, c'est ça tous les jours. En toute logique. Mais, en fait, tout de suite, je me suis dit, mais...
en fait, c'est presque le cap que la télé-réalité, qui était considérée comme la télé-poubelle pendant très 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 longtemps, n'avait jamais passé presque. Enfin, tu vois, on n'avait jamais dépassé ce cadre-ci de la mort en direct, la mort diffusée. Bien qu'il y ait eu des décès pour diverses raisons, mais et qu'en fait, ce qui était censé révolutionner d'une certaine manière la télévision et les médias traditionnels, en ouvrant les vannes, une forme de liberté de la création et de la créativité, avait fait une espèce de, pour notre génération, les Jackass à l'époque sur MTV, mais sans production, sans sécurité, sans pompiers, etc. Ça m'a beaucoup questionné parce que par ailleurs, les modalités de ce qu'on appelle le subathon ou de modèles d'enfermement sur un temps court, c'est des choses qu'on peut faire, qui se pratiquent aussi sur Twitch. C'est fait évidemment dans un contexte qui n'a rien à voir, etc. Mais malgré tout, ça questionne sur le bien fondé de cette approche-ci. C'est quoi la bonne durée, tu vois ? Est-ce que c'est le problème, c'est les 300 heures ou c'est le principe même de l'enfermement ? Est-ce que c'est OK d'être enfermé pendant 100 heures en live et de se montrer en train de dormir ou pas ? Mais si oui, dans quelles conditions, dans quel contexte, etc. Et puis ça m'a permis aussi de me réapproprier les mécanismes mis en place par le CSA en son temps pour la télé-réalité. Donc l'obligation d'avoir une pièce sans caméra, la capacité de couper le stream, un micro-délai, des protections diverses et variées. Mais en tout cas, c'est aussi intéressant dans la reconfiguration du modèle de production des contenus sur les plateformes. Évidemment, c'est une intellectualisation d'une problématique qui est horrible parce que c'est la mort en direct, parce que c'est le décès de quelqu'un, parce que c'est des personnes sensibles à risque, humiliées. Mais en tout cas, je pense que c'est ce qui était aussi intéressant. C'est pour ça que je voulais au moins qu'on cite le sujet, parce que ça a été sorti par Mediapart. C'est que ça doit questionner l'intégralité des acteurs sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on doit en retirer, est-ce qu'on doit s'empêcher de faire beaucoup de choses ou pas, et quelles étaient les conditions là-dessus. Mais c'est aussi pour les gens qui nous regardent et qui sont forcément sensibles sur Twitch, parce que c'est des modèles d'enfermement qui peuvent exister dans d'autres modèles, avec d'autres. Après, là où je serais un peu plus, au-delà du modèle d'enfermement, je pense que il y a une violence qui a été proposée. Oui. Aussi. Et moi, j'ai un truc tout con, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que on accepterait en IRL d'assister, d'être assis sur une chaise et de regarder une personne vulnérable, soit sous curatelle, se faire uriner dessus, se faire étrangler, se faire frapper à coups de pied, etc. Tout en disant qu'elle ne sent plus la partie de son visage, parce que c'est ce qui est passé, se faire électrocuter. Alors, il y a eu même des études scientifiques avec des sociologues pour tester la capacité, mais je pense que je pense qu'en fait on ne peut pas tout accepter dans une société. Et moi, là où je suis plutôt optimiste, c'est que je pense que c'était quand même très marginal. C'est sur la plateforme Kick et pas sur Twitch. Alors évidemment, c'était les streamers les plus vus et ils avaient une grosse communauté, mais ça reste quand même plus marginal que sur d'autres plateformes. Et l'indignation que tout ça a suscité, c'est-à-dire que moi, j'ai à la fois, ma mère qui a découvert ça, qui était horrifiée, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que de BFM, LCI, Le Monde, Libé, etc., tout le monde en a parlé, jusqu'à la réaction politique que ça a suscité. Je pense que notre société, elle n'est pas prête à accepter ça, en fait. Elle n'est pas prête à accepter cette violence, et c'est plutôt rassurant. Tu connais le principe de Red Room ? Non. Le principe de Red Room, alors pour te citer les bons termes, je vais me permettre, ce que normalement je ne fais pas, mais d'aller chercher l'information pure et dure pour être sûr. La logique même de Red Room, c'est l'idée de filmer, alors moi je n'ai pas trouvé le bon terme, dans le chat, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est l'idée de filmer quelqu'un qui est retenu captif. En fait, donc, c'est utilisé évidemment dans le monde de la fiction, mais c'est aussi diffusé. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Honnêtement, j'ai pas fait d'enquête particulièrement là-dessus, mais sur aussi des plateformes extrêmement alternatives. Donc, tu vois, c'est la diffusion en direct mettant en scène la torture, le meurtre, le suicide ou le viol d'une ou plusieurs personnes. C'est des films théoriquement clandestins qui sont achetables sur des plateformes alternatives, sur le deep web, etc. C'est théoriquement complètement fictionnel. C'est une légende urbaine. Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça n'existe pas ? Il y a beaucoup de gens qui ont rapproché la situation de Jean Portmanov de cette logique. Dans le chat, les gens disent que c'est complètement fictionnel, d'autres qui parlent de légende urbaine, tu vois. Et en fait, ça a un peu réveillé aussi ce truc-là, ce syndrome-là, qui était une frontière avec laquelle, en fait, ce contenu, volontairement ou involontairement, parce que je ne pense pas nécessairement que les acteurs aient conscience, qu'ils surfaient avec ces limites-ci, mais ça réveille un petit peu la même, si tu veux, la psychologie du spectateur, tu vois.
le truc de jouer avec les limites, etc. Et moi, je trouve que ça questionne aussi la logique de modération sur les plateformes, qui est un sujet extrêmement important. On parle beaucoup de Twitter, qui a complètement abandonné la modération. On sait que le président américain Trump a poussé beaucoup de réseaux à abandonner la modération, dont Facebook, etc. Kik étant un peu le chantre de ça, parce que en gros tu peux à peu près tout faire. La preuve, tu peux à peu près tout faire jusqu'à ce que en fait on arrive à ce qui est inhumain, c'est-à-dire la mort. Mais en tout cas, ça questionne énormément là-dessus. On a tendance à dire que ce qui s'est passé ne pourrait pas être diffusé sur Twitch. J'en suis plutôt convaincu. La plateforme a une logique de modération qui s'arrête au moins là-dessus. Je pense qu'aucune autre plateforme aurait pu diffuser ça. Mais en tout cas, je trouve que dans les réflexions, il y a aussi cette logique de modération. Et puis, faut-il aller jusqu'au bout dans l'usage, typiquement de la Red Room, de cette psychologie du spectateur qui a envie d'aller toujours plus loin, un peu comme un film d'horreur, tu vois. Moi, je trouve ça intéressant parce que dans une époque où on a une sorte d'avancée libertarienne avec Twitter, avec Kik, etc., avec cette plateforme qui sont censées être très, très peu, voire pas du tout modérées, ça interroge la société vers laquelle on va. Enfin, quand tu vois Elon Musk, quand tu vois les États-Unis, et quand tu vois très concrètement ce qui est devenu X, où en fait, X, alors j'ai pas regardé les stats, mais n'a pas été déserté avec cette idée qui n'était plus modérée. C'est-à-dire qu'il y a eu cette question sur est-ce qu'on, nous par exemple les journalistes, on s'est posé la question, nous Mediapart par exemple, on n'y est plus, mais ça n'a pas été déserté. Donc ça veut dire que maintenant vous avez une plateforme très peu, voire pas du tout modérée. Potentiellement Kik, je ne sais pas moi, s'ils vont pas profiter de cette polémique, ils vont pas gagner par cette polémique, et donc du coup vers quelle société on va. Et c'est vrai qu'il y a une petite musique aujourd'hui de se dire que la dérégulation, l'absence de modération, c'est quelque chose de vertueux, et voilà. Moi ça me fait flipper personnellement, et je pense que, en tout cas nous, ce qui nous anime en tant que journalistes, c'est est-ce qu'il y a un consentement, est-ce qu'il y a des violences, est-ce que c'est pénalement répréhensible. Dans l'affaire Portmanov, il y a cette idée que moi je ne peux pas répondre aujourd'hui pour savoir s'il était véritablement consentant. Il y a une personne, Koudou, qui a été violentée, qui est sous curatelle. Je n'ai pas interrogé son curateur pour savoir si elle permettait sa violence et si lui avait un consentement éclairé. Donc je sais qu'il y a une communauté qui soutient en disant ils étaient potes, c'était de la mise en scène, etc. Voilà, moi je pense qu'il y a une investigation à mener pour savoir dans quelle mesure, quand Portmanov écrit j'en peux plus, je suis séquestré, je veux partir, dans quelle mesure là il ne dirait pas ce qu'il ressent vraiment, quoi. Ouais, tout à fait. Toute dernière question avant que je te laisse. On a dépassé le temps imparti. Et on parle là un peu d'innovation technologique. Alors en réalité, l'abandon de la modération, c'est pas une innovation technologique, c'est plus une régression de comment on utilise la technologie. Parce que les plateformes ont été modérées, mais bon, voilà, ça réduit. L'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, ça a plein d'impact. On en parle beaucoup dans mon émission parce que on accueille des créateurs de contenu. Donc d'où viennent les concepts? Est-ce qu'on peut remplacer les créateurs par de l'intelligence artificielle? Est-ce que faire une affiche de quoi que ce soit avec l'intelligence artificielle, c'est bien, pas bien? Bon, voilà. Ouais. Tu ressens les impacts de l'intelligence artificielle dans le journalisme aujourd'hui? C'est une menace, c'est un outil, c'est complètement inexistant. Dans le circuit de l'information, ça a un impact, c'est sûr. Il y a de plus en plus de jeunes qui vont juste poser la question, comme avant on tapait sur Google avec des qualités et des défauts de ça, et que simplement on prend Wikipédia, on lit, on dit voilà, c'est la vérité. Bon, là on est sur une étape encore d'après sur l'information, mais sur la logique d'investigation, est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui vous impacte? Vous utilisez l'IA par exemple? Alors je pourrais pas te répondre en détail. Ce qui est sûr, c'est que nous il y a eu tout un processus de réflexion sur le rapport de Mediapart à l'IA. Donc on l'a pas totalement rejeté. On sait que il y a je pense à la photographie, voilà. Nous pour l'instant, mais je suis pas du tout connaisseur du truc, et puis j'ai pas lu la charte en entier, mais enfin complète, je l'ai pas en mémoire en entier. Nous, ce que c'est il y a un enjeu de transparence. Si jamais on doit utiliser l'IA, ou si le lecteur doit forcément le savoir. Et nous, on sait très bien qu'on va pas, en gros, c'est pas, on va pas faire sans. Nous, on pourra essayer de faire sans. En revanche, on sait très bien que dans le monde dans lequel on est, on y sera confronté. Après, sur l'investigation, pour l'instant, j'ai envie de te dire, moi, je vois pas je le ressens pas. Particulière. Ouais. Voilà, je vais pas écrire mes articles par l'IA, je choisis pas mes titres avec. Je sais qu'il y a des autres rédactions ou des confrères à qui j'ai pu parler qui m'ont dit que, par exemple, il y avait une réflexion sur le titre, et voilà. Moi, c'est quelque chose, nous, à Mediapart, tu vois, Mediapart, c'est né vraiment sur l'idée de la révolution d'Internet, avec cette idée Mediapart, c'est média participatif, mais c'est aussi média à part.
avec cette idée que l'Internet est une révolution et que c'est un média qui va vraiment embrasser cette révolution. Donc nous, on n'est pas frileux a priori. En revanche, on appliquera toujours nos exigences, c'est-à-dire la transparence vis-à-vis du lecteur et l'idée que en fait, nous, on est humains et qu'il y a un travail humain. L'investigation, on ne va pas le déléguer à une machine, quoi. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui voudraient être journalistes? C'est quoi les quelques conseils que tu peux donner maintenant que tu as 15 ans d'expérience pour les jeunes qui nous regardent? Moi, ce que je dis souvent quand je vois des gens qui me posent la question, c'est il y a deux choses, c'est d'interroger le monde dans lequel on est, c'est-à-dire au lieu de dire ils sont tous pourris, c'est d'essayer de s'intéresser aux affaires, de comprendre, etc. Moi, je pense vraiment que lire la presse ou lire les enquêtes, etc., c'est comme une série Netflix. C'est vraiment quand on lit ce qui se passe dans un tel ou tel pays et qu'on lit l'article suivant la semaine suivante, c'est la même chose que quand on prend un épisode de Netflix et ça a plus d'importance parce que c'est dans le monde, on comprend mieux le monde dans lequel on vit. Et après, c'est de faire. Je pense que s'il y a quelqu'un qui veut être journaliste ou qui est étudiant, c'est le même, mais je pense à ce que moi j'ai fait en prépa et quand il était, c'est-à-dire qu'en fait de faire un site internet, de savoir si j'aimais ça, de comprendre un peu les règles, d'échouer, de rater, etc. C'était le meilleur moyen de progresser. Donc du coup, je pense qu'il faut rien s'interdire. De la même manière que des créateurs de contenu vont pouvoir ouvrir leur chaîne et puis parler à 10, 15 spectateurs pour après parler à des milliers. Moi je pense qu'il faut rien s'interdire et que quand on a une passion, il faut y aller à fond, quoi. Trop bien. Est-ce que toi, tu as un sujet dont tu voulais parler ou autre? Moi, j'ai été jusqu'au bout. J'ai trouvé ça passionnant. Non, je pense que tu as fait le tour et je te remercie pour toutes tes questions. Écoute, moi, je voulais que ce soit une espèce de masterclass un peu modernisée ou pas professorale. Tu vois. Donc, les questions étaient plus pour montrer aux gens, soit par l'exemple, c'est le cas de Betaram, soit par d'autres cas, ce qu'est un peu le journaliste d'investigation, ce qu'est ta vie. Ton parcours, parce que je trouve que c'est intéressant et que c'est rare, parce que évidemment tu te doutes bien que sur Twitch c'est pas commun, mais c'est aussi rare que des journalistes acceptent de venir, donc je te remercie beaucoup pour ça. C'est un contenu qui est diffusé sur Twitch en direct pour l'enregistrement, mais aussi sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast. Il y a des morceaux choisis sur TikTok et sur Instagram. Donc merci à tous les gens qui suivent sur ces plateformes-ci. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify. Les algorithmes en ont besoin. Un pouce sur YouTube, n'importe quoi. Et puis surtout mettre en commentaire ce que vous ressentez de cette interview. C'est à la fois intéressant pour celui qui pose des questions, celui qui a participé, de comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée ou de journée en fonction du moment où vous écoutez. Et je vous remercie pour le soutien. Et encore merci David. Merci à toi et merci à tous pour tous ceux qui sont dans le chat aussi. À bientôt. Salut.